Première émission spéciale dont refait le Mac consacrée aux objets connectés tournés dans une maison témoin. Cette semaine, vous saurez tout pour équiper votre domicile du garage au grenier. Comment bien dimensionner et installer son réseau Wi-Fi, bien installer ses lumières, sécuriser sa maison, bien déployer une myriade d'enceintes connectées et surtout comment bien prendre le contrôle de l'ensemble de votre écosystème. Sans oublier gros plan sur HomeKit et surtout Maker, le nouveau standard de la maison connectée. Enfin, tout comprendre sur HomeBridge, la passerelle gratuite pour rendre HomeKit toute votre panoplie, même si elle n'est pas compatible avec le standard d'Apple. Le Mac. Bonjour à toutes et à tous, vous regardez On refait le Mac, alias ORLM. Très heureux de vous retrouver pour notre débat tech hebdomadaire, une émission exceptionnelle cette semaine puisque nous avons mis le cap sur la Belgique du côté de notre ami Christophe Degrave, notre spécialiste de la maison connectée dans sa maison, qu'on va découvrir tout au long de cette émission, et au QG d'Anderside, sa belle entreprise. Merci de nous accueillir, mon cher Christophe. Avec grand plaisir. Alors, on a réuni quelques objets connectés autour de nous, et puis on a filmé quelques démos dans ta belle maison, déjà toute connectée, cette maison témoin, qui nous servira un petit peu de témoin, justement, tout au long de cette mission, sur tous les usages, cette semaine, qu'on peut avoir autour de la maison connectée. Beaucoup de conseils sur les standards, quel modèle choisir, comment les installer. Et puis la semaine prochaine, une deuxième émission plus anglais sur toutes les économies que vous pouvez faire aujourd'hui grâce aux objets connectés. Énergie, solaire, batterie, lumière, eau. Vraiment, les objets connectés changent la donne. Soyez au rendez-vous dès la semaine prochaine. Et à tes côtés, mon cher Christophe, comment oublier le fantastique Laurent Pantanach, qui est notre autre grand spécialiste et amoureux d'HomeKit et des objets connectés. Salut Laurent. Bonjour Olivier, bonjour tout le monde, bonjour Christophe, merci Hello. de l'accueil. Tu sais que j'aime particulièrement cet endroit et donc voilà. Alors je vous rappelle, un salut particulier bien sûr, comme chaque semaine, aux abonnés du club ORLM. Vous savez, c'est la version premium de notre club qui vous permet de nous suivre sur YouTube 24 heures à l'avance contre un petit abonnement modique. N'hésitez pas à vous faire plaisir, à nous faire plaisir. En contrepartie, donc, l'émission est disponible 24 heures en avance et en contrepartie également, vous pouvez venir assister aux coulisses de l'émission, aux enregistrements. Pour cela, il suffit de vous inscrire sur YouTube et vous nous rejoindre sur Discord, notre lieu de discussion de tout le club VIP. Et vous pouvez venir nous voir à la régie, au studio, à Paris, rue La Boétie, du côté du village Baïsia. Paris. Allez, on enchaîne tout de suite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire cette semaine autour de la maison connectée et on va développer un maximum de choses autour des usages de la maison connectée. Beaucoup de questions. Je crois qu'on a battu un record pour cette émission. Énormément de questions sur Twitter, sur X, et sur YouTube également autour de la maison connectée. Première question de Nicolas Materne, 7676. Tiens, c'est sur YouTube. Quels sont les indispensables appareils à acheter en France compatibles HomeKit en prenant en compte la facilité d'utilisation du produit? Eh bien, Nicolas, vous allez tout savoir ce soir. Vous allez voir, il y a plein de produits qui sont là, d'autres qui sont en démo, à la fois sous forme de tutoriel et à la fois sous la forme de démonstration, vous allez voir, très concrète. Allez, en préambule des objets connectés, qu'est-ce qu'il vous faut avant tout pour déployer vos objets connectés? Il vous faut un bon réseau et un beau réseau Wi-Fi. Doper votre réseau Wi-Fi, on le disait à l'instant, mon cher Christophe, pour déployer un réseau connecté, il faut un réseau costaud, la base super musclé. Et évidemment, il ne faut pas se contenter évidemment de sa box Internet qui intègre le Wi-Fi, mais qui ne suffit pas aujourd'hui à répondre, même s'il adopte les dernières générations de Wi-Fi 6, et 6E, où elle est plus baladée en ce moment, bien entendu. à brancher tous ces objets connectés. Combien tu as d'objets connectés chez toi aujourd'hui? Un peu plus de 200, je pense, dans la maison. Donc une box unique Wi-Fi saturerait. C'est juste pas possible. Et puis ça couvre pas l'entièreté de la maison non plus. Donc c'est vraiment hyper important. C'est vrai que comme le disait Olivier à l'instant, surtout en fait, n'utilisez pas la borne, le Wi-Fi intégré à votre box. C'est pas que c'est une mauvaise chose. C'est juste en fait que quand on commence à ajouter un tas d'objets connectés, etc., et qu'on veut que ça porte dans l'ensemble de l'appartement ou de la maison, etc., c'est plutôt bien vu d'aller chercher un produit Wi-Fi qui va pouvoir travailler
en mèche, mais ça on va juste en parler après. Surtout qu'en France particulièrement, les box Internet, notamment du temps de la DSL, peut-être un peu moins aujourd'hui avec la fibre, sont toujours un petit peu mal situées, un peu en périphérie de l'appartement, puisqu'elles se branchent généralement sur la prise téléphonique, qui est dans l'entrée en général. La mienne est dans mon garage. Ouais, et donc forcément, elle n'est pas au centre de la maison, et donc il faut savoir qu'une bonne Wi-Fi, ça rayonne en cercle, et donc si vous êtes à l'extrémité d'une maison, vous alimentez votre voisin ou carrément le jardin, quoi. Tout à fait. Et l'autre point qu'il faut quand même citer, c'est pas qu'on n'est pas dogmatique contre les box, hein. C'est vraiment l'expérience. Hein. Et moi, je sais que ça a changé ma vie le jour où j'ai décidé d'avoir une approche différente. Ce que j'avais fait avant, c'est que j'avais la même situation que beaucoup de personnes, hein, la box dans un coin, souvent même derrière la télé. Tu vois, parce que ça arrive, tu vois, la prise arrive dans la télé, donc la box, elle est dans un meuble télé un peu enfermé. Et, pour la cacher. Ouais, c'est ça. Et alors qu'en fait, tu as besoin qu'elle communique. Ouais. Donc on ne l'enferme pas dans un meuble. Ce que j'avais fait, moi, c'est que j'avais mis un répéteur. Le problème, c'est que tu passais d'un bout de la maison à l'autre, mais tu changeais de réseau Wi-Fi, c'était pas exactement le même réseau. En fait, aujourd'hui, tu as besoin d'un réseau qui soit présent partout, le même, avec ces technologies de réseau mesh qui sont vraiment hyper opérationnelles. Alors justement, il y a énormément de questions. On va essayer d'y répondre ce soir, Christophe. Le réflexe, c'est souvent les opérateurs poussent, quand on va dans les boutiques, à acheter des répéteurs, des box, plutôt qu'un réseau mesh, c'est-à-dire ces systèmes qu'on va vous présenter ce soir, français, qui sont maillés. Quelle est la différence concrètement entre un répéteur, qu'est-ce que ça fait et qu'est-ce que ça fait un réseau maillé, mesh, et quelles sont les différences? Donc la grosse différence, c'est qu'un réseau mesh, ça va être toutes des entités, des points d'accès Wi-Fi différents, mais qui vont pouvoir travailler ensemble, qui vont créer un réseau maillé, comme tu le disais, Laurent. Donc c'est hyper puissant, ça permet en fait pour l'un des points d'accès d'avoir 30 périphériques connectés sur... Donc ils se répartissent la charge. Ils se répartissent la charge, voilà, donc il peut y en avoir 30 d'un côté, 20 de l'autre, 10 de l'autre, etc. Et la bande passante de chaque borne est partagée entre ces généralement c'est par paire ou par partie. Voilà. Tandis que le répéteur, voilà, le repeater, ou bien ce qu'on appelle aussi le range extender en anglais, tout simplement, c'est de partir de la borne Wi-Fi de base, d'y ajouter un petit boîtier en fait, qui va répéter, comme son nom l'indique, le message du Wi-Fi, le réseau Wi-Fi. Donc le réseau est élargi. Mais il est élargi, effectivement. Donc la couverture est meilleure. Ça, c'est chouette. Mais par contre, on a la même bande passante, on a les mêmes antennes au final, on a un seul point d'accès Wi-Fi qui finalement va encaisser toute la charge. 200 objets connectés sur la même box, c'est juste pas possible. Oui, non, c'est pas possible. C'est non seulement déconseillé, mais en plus de ça, de toute façon, même les fabricants l'indiquent dans leur manuel. Oui, alors, on verra que pour la portée, on en discute, c'est pas toujours évident, mais on en parler dans un instant. Tu me disais en préparant cette émission qu'il est important, aussi bien en matière de réseau câblé, c'est-à-dire réseau Ethernet, réseau filaire, que réseau Wi-Fi, comment bien installer les réseaux Wi-Fi? Il faut d'abord bien les installer en étoile. Comment, chez toi, dans ta maison, dans ta jolie maison, tu as choisi de déployer ces différentes bornes Wi-Fi mesh à des endroits stratégiques? Comment tu as choisi ces endroits stratégiques? Le premier endroit, en règle générale, tu ne le choisis pas trop. C'est ton arrivée en fait, de l'Internet, c'est ta box, etc. Et donc, tu vas faire en sorte de situer la première borne Wi-Fi, ta maître, on va dire, à l'endroit le plus propice en fait, par rapport à l'arrivée des télécoms. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, tu vas étendre ton réseau Wi-Fi en fonction de tes pièces de vie et de là où tu vas exploiter ton Wi-Fi. Et tu vas en placer à des points stratégiques, en règle générale plutôt en hauteur. Donc comme disait Laurent en fait tout à l'heure, mais ça je trouve que c'est vraiment hyper important de le souligner, c'est que mettre une borne Wi-Fi dans un meuble, en fait ça sert strictement à rien, autant passer en filaire quelque part. C'est vrai que c'est moche une borne Wi-Fi. Alors maintenant c'est peut-être pour ça il y en a de plus en plus de jolies. On verra dans un instant avec ta sélection qu'il y a des modèles de plus en plus design qu'on n'a plus besoin forcément de cacher. Donc tu le disais pas en hauteur. Si, en hauteur, pardon, pas au ras du sol, pardon, et surtout pas dans un meuble. Non. Tu me disais, est-ce qu'il est nécessaire de déployer en étoile? Qu'est-ce que ça veut dire en étoile concrètement? Donc en étoile, c'est tout simplement tu as ta maître et puis après tu vas ajouter une borne à droite, une borne à gauche par exemple et ça va se déployer en étoile. Ouais. Parfois, tu n'as pas le choix parce que tu dois couvrir un maximum d'espace. Et dans ce cas-là, l'étoile se transforme en un réseau qu'on appelle maillé. C'est-à-dire que la borne de droite va, elle, à son tour, en fait, assumer le passage d'informations à une autre borne un peu plus loin, etc., etc., etc.
Et ce qu'il est nécessaire également, parce qu'on pense à la maison, mais on va parler dans un instant d'autres usages des objets connectés et beaucoup dans le matière de sécurité, notamment les caméras. Les caméras sont extérieures, les carillons c'est extérieur, et le réseau Wi-Fi, il a du mal à passer les murs, en tout cas les fondations de la maison. Donc il faut aussi penser à réfléchir à déployer aussi des bornes dans le jardin, concrètement sur les terrasses. Il existe, pardon, juste pour en terminer, mais effectivement, il existe des bornes outdoor, donc à mettre à l'extérieur. Étanches, généralement. Voilà, alors bon, évidemment, il faut souvent partir vers la même gamme en fait, que notre gamme de Wi-Fi. On va en parler dans un instant. C'est vraiment hyper important parce que sinon, on n'a pas de continuité dans le Wi-Fi et ça n'a pas beaucoup de sens. Mais donc oui, couvrir une partie du jardin, aujourd'hui, ça a de plus en plus de sens. Pour un portail, pour la terrasse où on a envie de passer un petit peu de temps en télétravail au soleil, etc. etc. Laurent. Ce que je voulais dire, c'est que moi, on va en parler tout à l'heure, c'est en installant les caméras à l'extérieur que j'ai dû trouver la solution pour justement avoir le Wi-Fi qui allait à l'extérieur, ne serait-ce que parce que les murs extérieurs sont souvent plus épais. En briques ou en béton. Tout à fait. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une borne dans le toit, sous le toit. Et en fait, je suis donc juste sous les briques, mais je couvre les deux extrémités de la maison. Le rayonnement se passe au donc en fait, j'ai commencé par un étalement horizontal et puis après, j'ai fait un étalement vertical pour gagner. Belle transition. Alors, quand on va avoir, tu vas détailler les quelques modèles qu'on conseille ce soir, notamment avec les tout derniers modèles, avec les tout derniers standards. Quelle est la portée généralement d'une borne Wi-Fi de dernière génération, soit en Wi-Fi 6 ou en Wi-Fi 7? En Wi-Fi 7, on prend donc ces systèmes où il y a 3 bornes en pack pour savoir combien de bornes on doit installer à la maison concrètement. Que ce soit les uns, je tenais à dire en fait que mettre une borne Wi-Fi sous le toit déjà, en fait, si jamais tu as un problème, c'est quand même la tuile. Et la deuxième. Allez, bravo. Voilà. Je vais te couper alors pour dire ce que je veux dire. Parce que toi, tu vas dire un truc intelligent, moi, je vais dire un truc pratique. Ok ? D'accord. Juste, tu prends la surface qui est indiquée sur le modèle et tu le divises par 2. C'est-à-dire quand on te dit avec cette borne, c'est 200 mètres carrés qui sont couverts, tu divises au moins par 2 parce qu'en fait, il y a toujours un mur qui est un peu plus épais. Et puis 200 mètres, c'est 200 mètres carrés en règle générale, 230 mètres carrés. De la même pièce, c'est-à-dire sans obstacle. C'est franchement... sans obstacle, mais et surtout sans pollution magnétique aussi. Exactement. En fait. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on a des réseaux Wi-Fi. Enfin, moi, je me suis amusé à regarder à mon bureau à Paris. J'ai 70 Wi-Fi. Je capte 70 Wi-Fi. Comment tu veux sur une bande de 13, 15, même 20 canaux si tu étales avec les 2 bandes, tu as 70 réseaux Wi-Fi. Donc, tu as intérêt à avoir un réseau Wi-Fi de hyper bonne qualité. Et c'est pas parce qu'on déploie un réseau Wi-Fi qu'il ne faut pas aussi, messieurs, déployer un réseau filaire Ethernet. Pourquoi ? Disons qu'en fait, le réseau Ethernet, si tu as la possibilité de le faire dans ton appartement ou dans ta maison, ça te permet d'avoir moins de clients, moins de machines branchées sur ton Wi-Fi. Et donc, tu prennent beaucoup de bandes passantes. Donc, les ordinateurs fixes, les Apple TV, on peut les privilégier là-dessus. Mais au-delà, ça permet aussi de brancher les bornes qu'on va déployer à la maison, non pas qu'elles communiquent entre elles en sans fil, mais via le réseau filaire. Alors, ça, c'est idéal, ça. C'est ça. L'idéal, effectivement, c'est de pouvoir créer son mesh. Son réseau Wi-Fi mesh. Son réseau Wi-Fi mesh. Et de câbler, en fait, chacune des bornes pour qu'elles puissent communiquer entre elles. D'habitude, elles le font sans fil, donc ce qui prend de la bande passante, même s'il y a des canaux qui sont dédiés maintenant sur le Wi-Fi. Tout à fait. Mais c'est encore le nec plus ultra que ce soit en... c'est le nec plus ultra. Maintenant, ce qui se passe, en fait, c'est que c'est pas la norme. Oui. Donc, il faut effectivement bien vérifier si son système Wi-Fi, sa marque Wi-Fi et son modèle de borne Wi-Fi acceptent le maillage par Ethernet. Donc, c'est ce qu'on va vous montrer dans un instant. Et a priori, ce qu'on vous a choisi le permettent. Oui. Les normes aujourd'hui, les normes de construction imposent. Donc, on a imposé à un certain moment qu'il y ait des prises de téléphone. Au départ, c'était une prise d'antenne dans chacune des chambres. Puis, ça a été des prises de téléphone dans la pièce à vivre et les chambres. Maintenant, ce sont des prises Ethernet. Alors, quelques bémols, et je veux pas, si on a des électriciens parmi nous, parmi nos téléspectateurs, je veux pas dire que je jette l'opprobre sur l'intégralité de la profession, mais moi, si on prend mon cas à la maison, en fait, elles sont pas câblées, quoi. Ils ont pris le fil 1 sur le fil 1, le fil 2 sur le fil 2, donc en fait, j'ai aucune borne Ethernet. Le fil rouge sur le fil rouge, le fil bleu sur le fil bleu. Tout est câblé en Ethernet sur toutes les pièces, mais en fait, ça fonctionne pas, quoi. Oui. Donc, il faut que je recable. Il n'y a pas que chez toi à la maison. On a un client qui vient de déménager.
Dans son nouveau bâtiment, il a fait venir un électricien pour lui tirer des nouveaux câbles catégorie 6E. C'est vraiment un électricien qui doit déployer des câbles Ethernet? Alors un électricien, mais qui est souvent spécialisé dans le réseau. Qui maîtrise ce sujet-là. Ouais. Mais là, pour le coup, en fait, par exemple, l'électricien en question a dit oui, je le fais, mais c'est pas du câble électrique. Effectivement, c'est pas la même chose. Si on manipule de la fibre, si on manipule du cuivre, c'est quelque chose de particulier. On comprend le fonctionnement. Et on est arrivé là-bas, tous les codes couleurs étaient mauvais. Tous. Pas une seule prise ne fonctionnait. Il a fallu tout faire alors que les employés arrivaient en fait à 50 dans l'entreprise. Je t'ai fait une remarque tout à l'heure, Olivier, si tu te souviens. Non. Et je disais que le Wi-Fi, on a dit que c'était le socle, c'est-à-dire que c'est la base. Hein, c'est vraiment. Le bas de la pyramide. Ouais, c'est-à-dire que souvent, si tu as du mauvais Wi-Fi, après tu vas dire ah mais je comprends pas, j'ai un objet connecté qui marche mal. Et puis on a de plus en plus, et on va parler un petit peu après de Matter qui s'appuie beaucoup sur une couche réseau entre autres Wi-Fi. Donc c'est important que ça fonctionne bien. Moi, j'ai dit que c'était aussi l'opportunité de faire un petit peu une analyse de la sécurité de son réseau, une analyse de la situation. Ouais. Et de se poser la question, de se dire, est-ce que finalement, puisque je suis en train de faire la couche basse, hein, qui est la connectivité, est-ce que mon réseau est protégé? Et tu sais qu'on a, et je le répète parce que c'est une opportunité, on a un partenariat avec NordVPN. Donc, on a deux choses. La première, c'est qu'on a un partenariat quasiment à l'année avec NordVPN. Donc, c'est, vous allez sur nordvpn.com/ORLM et vous avez 4 mois d'abonnement offert si vous prenez 2 ans d'abonnement. C'est moins d'un café par mois. Hein. Donc, il faut pas hésiter à se protéger. Mais là, il y a une offre supplémentaire qui est pour toute dépense en fonction du montant de la dépense. Vous avez, et si vous le faites avant le 9 janvier, donc il faut se dépêcher, hein, c'est dans les 2 semaines à venir, 3 semaines à venir, vous avez 10, 20, 30 euros de cartes cadeaux Amazon qui vous sont envoyés par la poste en fonction de la dépense. Il y a un truc qui est pas mal, c'est qu'on peut aujourd'hui installer NordVPN sur les routeurs. Et donc, ça peut permettre de sécuriser l'intégralité du réseau, pas tant en VPN, parce que NordVPN ne fait pas que la partie je me connecte en VPN, mais aussi de l'analyse du contenu. C'est-à-dire que potentiellement, si tu vas sur un site où il y a des malwares, quelle que soit la machine connectée, par exemple la machine de tes enfants, et ils ne savent pas trop, ils cliquent sur un lien sans trop savoir, toi, tu es geek, tu fais attention à ce truc-là, mais eux peuvent ne pas le savoir. Si tu le mets sur le routeur, comme c'est le point de sortie, eh ben, en fait, toutes les connexions vont être protégées par ce système. Ils n'iront pas au-delà du routeur, donc n'attaqueront pas les devices, les appareils, les ordinateurs. Exactement. Et donc, en fait, sur le site NordVPN, il y a la liste de tous les routeurs compatibles. Allez jeter un œil. Au pire des cas, vous prenez un VPN pour moins d'un café par mois et vous avez 4 mois offerts. Et si vous le faites tôt, voilà, c'est juste, je voulais le placer. Le lien pour vous abonner se trouve dans la description de la vidéo ou en scannant ce magnifique QR code. Voilà, c'est dit. Je crois que c'était QR code. Attends, chez toi, c'est QR code, ouais, si je préfère. Alors, revenons aux box Internet, tu en parlais, et puis c'est quand même pratique pour revenir au VPN de pouvoir intégrer le VPN pour certains modèles de box, enfin de routeur dans la box. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de lancer sur votre appareil le routeur, l'ensemble des appareils qui sont connectés au réseau. Quelque chose qu'on n'a peut-être pas dit non plus en dehors de cet aspect sécuritaire qui est hyper important en fait, effectivement, d'intégrer ce genre de VPN parce que de plus en plus en fait, c'est important en termes de sécurité, mais ça permet aussi de choisir aussi le contenu qu'on va pouvoir aller voir à partir de l'Apple TV, à partir de plein de choses en fait. Donc ça c'est quand même super utile également. Et tant que tu parles de box, Olivier, il y a quelque chose qu'on ne doit pas oublier de dire. C'est vrai qu'on en parlait d'emblée en introduction, que il valait mieux ne pas utiliser le Wi-Fi de la box, mais il faut surtout le désactiver. Parce que c'est de la pollution en fait. C'est important de le souligner. C'est de la pollution sinon pour le réseau Wi-Fi qu'on va mettre en place. Très bien. Alors, restons sur le Wi-Fi. Il y a aujourd'hui pas mal de publicité à la télévision autour du Wi-Fi 6E hein, pour des opérateurs fibres notamment, comme un argument de vente, changez de box, venez chez nous, abonnez-vous à notre type parce qu'on a le Wi-Fi 6E. Est-ce que c'est le bon standard? Quel est l'avantage par rapport au Wi-Fi 6 ou au Wi-Fi 5 qui est très déployé? Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce dernier standard? Et qu'est-ce qu'il apporte de plus, le 6E, sachant que le 7 pointe au bout de son capot, tu vas en dire plus dans un instant. Tu peux prendre la parole tous les deux. Oui, tu seras complémentaire de toute façon, je pense, Laurent, à ce que je vais dire ou inversement. Donc, le Wi-Fi 5, effectivement, c'est aujourd'hui celui qui est le plus déployé, c'est celui qui coûte 5E, c'est celui qui coûte le moins cher quand on va dans un magasin et qu'on ne s'y connaît pas forcément et qu'on prend la borne d'entrée de gamme. Mais le truc, en fait, c'est qu'entre le 5E et le 6E, il y a un monde d'écart. C'est énorme, la différence en fait, qu'on va voir en termes de bande passante.
Et en plus de ça, il y a des fonctionnalités particulières en fait, dans le 6E, par exemple, en fait, qui est une norme qui a été faite pour l'Internet des objets. Et ça, c'est fondamental pour cette émission. C'est absolument fondamental. Et en fonction de la marque et du produit que tu vas prendre, le 6E va te créer un réseau pour tes objets connectés. Dédié, sur lequel tu vas devoir faire monter tes objets connectés. Donc, tu vas les connecter sur ce réseau Wi-Fi qui est vraiment un réseau Wi-Fi IoT, donc vraiment pour l'Internet des objets. Ou bien pour certains modèles, comme par exemple le Deco, de base, tu utilises ton réseau Wi-Fi habituel pour tes objets connectés, etc. Et lui fait le tri. Donc c'est vraiment super intéressant. Après, on peut parler des normes qui vont arriver, mais je ne sais pas si on va y arriver. Mais donc pour bien comprendre, donc l'avantage du Wi-Fi 6, c'est que ça va beaucoup plus vite. En gros, on atteint le gigabit Ethernet aujourd'hui, grosso modo, plus ou moins. Disons que ça dépend de ton appareillage, hein, mais c'est effectivement... C'est la promesse. C'est ce qu'on a vu sur les derniers Mac. Voilà. On est entre 700, 800, 900 on arrive à avoir en Wi-Fi des débits qu'on avait uniquement en filaire auparavant. Donc on voit, et ça marche même encore mieux avec l'iPhone et l'iPad aujourd'hui que sur un Mac. Donc c'est pas inintéressant, ça va plus vite. Non. Mais surtout si vous êtes comme aujourd'hui, c'est l'objet de l'émission, vous avez pour ambition de déployer un réseau Wi-Fi important et ça va très vite le nombre d'objets connectés. 3 ou 4 caméras de surveillance. On vient de regarder là juste avant l'émission combien. J'ai 68 objets connectés. Voilà. Je suis loin, je suis toujours dit. Je suis loin de Christophe, mais bon, à un moment donné, ils doivent cohabiter. Bien sûr. C'est une chose importante à dire. Souvent, les réseaux, le Wi-Fi aussi de certaines bornes n'acceptent qu'un certain nombre limité de clients. C'est-à-dire de choses qui se connectent. Au-delà même du débit. C'est le cas de la plupart du débit, il y en a, c'est 20 clients, d'autres c'est 50 clients. Si tu es 50 et que tu as 70 objets, à un moment donné, ils vont se battre. Tu es un peu dans la difficulté. Voilà. Et tu disais, le Wi-Fi 6E commence à se populariser, et tu avais un vrai argument de vente, et il faut y aller au Wi-Fi 6E. Absolument. Si vous devez aujourd'hui investir dans une box, acheter évidemment le Wi-Fi 6E, ne faites pas d'économie là-dessus, surtout si vous voulez déployer des objets connectés. Mais le Wi-Fi 7 arrive déjà. Alors qu'est-ce qu'il va apporter le 7 par rapport au 6E? Le Wi-Fi 7, ça va être le même cratère, le même écart qu'on a eu entre toute la norme 5 et toute la norme 6. Encore plus de débit. Ah bah oui, tu vas arriver en fait dans des débits qui vont s'approcher, qui vont être entre du 9, théorique évidemment, hein, tout ça reste à voir. Et puis il faut l'appareillage derrière aussi. Il faut des appareils compatibles. Chez Apple, il n'y a pas de produit Wi-Fi 7 aujourd'hui. On a à peine Wi-Fi 6E aujourd'hui. Tu vas être pas d'urgence. La bande passante ne fait pas tout, mais tu vas être entre du 9 et du 10 gigabits par seconde sur la nouvelle norme. Mais effectivement, après, il n'y a pas que la bande passante, il y a la latence qui est importante, il y a plein de données, en fait. Bon, c'est peut-être pas le moment d'être hyper technique sur le sujet. Mais pour les objets connectés, ça a peut-être moins d'importance. Le 6E est vraiment plus déterminant en gain pour les objets connectés que le 7. Oui. Tout à fait. C'est lui qui a commencé, en fait, cette approche de... On commence à avoir plein d'objets connectés dans une maison. Donc c'est plutôt le 6E qu'il faut privilégier aujourd'hui. D'accord. Alors justement, quelle marque ou modèle de solution de routeur Wi-Fi vous avez choisi, les amis, chez vous à la maison? Quel modèle vous conseillez? On commence avec Christophe. On a fait un petit tour chez toi à la maison avec l'équipe d'Electronics Production. Tu as déployé on l'a dit, des bornes Wi-Fi mesh dans vraiment des endroits stratégiques, dans ta salle de jeu. On adore ta salle de jeu. Même dans le garage, dans la chambre des enfants, dans le couloir. Un peu partout. Un peu partout. Quel modèle as-tu choisi? Donc moi, j'ai choisi le Deco de chez TP-Link. Parce que je trouvais que c'était le bon compromis entre les Orbi qui sont super chouettes, qui fonctionnent très bien. C'est le choix de Laurent. Oui, voilà, mais qui sont... donc je ne vais pas aller plus loin, mais en termes de prix, on est du simple au double entre les deux. Et donc, un bon argument. Je voulais avoir un Wi-Fi 6E qui soit en mesh, etc., donc qui aille bien, qui soit un Wi-Fi moderne. Mais je ne voulais pas mettre en fait le prix d'un Orbi, même si c'est vraiment top. C'est la Rolls-Royce, on va dire, des Wi-Fi de la maison. Mais voilà, j'ai les décos. On les a vus à l'image. Ce sont vraiment des bornes en fait qui sont jolies, toutes blanches. Donc point fort, le design ils sont relativement compacts et pas trop chers. C'est l'un des Wi-Fi 6E les moins chers, on va dire, pour quelque chose de qualité. Parce qu'il y a aussi des Wi-Fi 6E. Donc il y a l'interface, vraiment c'est un point fort de Netgear. C'est également très bien. Oui, non, l'interface est vraiment top. Il y a une petite app en fait qui existe. Moi c'est sur iPhone, qui existe sur iPhone. Et c'est là où tu peux nous montrer le nombre d'objets connectés, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est la vidéo que tu nous as envoyée, on voit le nombre d'objets connectés. Exactement. Donc tu vois vraiment toute la structure de ta maison. Est-ce qu'elle est en étoile étendue? Quels sont les points d'accès qui sont connectés? À quel point d'accès?
et surtout avec quelle qualité de communication il parle. Et ça, c'est cool parce qu'en fait, ça te permet de te dire où là, en fait, le signal entre ces deux bornes-là est pas trop terrible, je vais essayer d'en approcher une. Et tu peux donc... Des fois, c'est 1 mètre suffit. Hein. Ouais. C'est là où c'est intéressant. Tu vois, le fait d'avoir l'info, tu dis, ah mince, mais c'est bizarre. Alors quand il y en a 2 au début, c'est pas grave parce que au pire des cas ça passe pas, hein, tu t'en rends très vite compte. Mais quand il y en a 3 et que tu commences à mailler, là tu dis ah ouais mais c'est intéressant. Tu peux les brancher en Ethernet également? Alors derrière, sur chaque borne, tu as un petit switch Ethernet sur lequel de mémoire tu peux brancher minimum 3 machines dessus. Et ça, c'est très chouette aussi. En fait, tu peux comme ça connecter des... par exemple, tu vois, la plupart des ponts dont on va parler, Zigbee, etc., tu peux directement les brancher sur ta borne. Et ça, c'est chouette parce que du coup, tu emmènes ces ponts à l'endroit de la maison que tu désires, au plus proche, parce que ta borne y est déjà. En clair, les ponts, il ne faut pas les installer, par exemple, dans la cave où l'Internet arrive, et après, ça repart dans toute la maison, non. Ou dans le garage comme chez toi. Il faut les rapprocher physiquement du routeur Wi-Fi qui est le plus proche de tes objets connectés, notamment les ampoules Philips Hue. On va en parler tout à l'heure dans la partie ampoule. Donc toi, s'il y avait un point faible à donner, il y en a bien quand même. Très franchement, c'est stable, le Wi-Fi est stable, tout fonctionne bien. Le seul truc, mais je ne sais pas si c'est le magasin dans lequel j'ai été les acheter, mais là dernièrement, j'ai voulu en ajouter une. Et il n'y avait que des packs de 2. Je ne sais pas si c'est tout simplement l'endroit où j'ai été l'acheter. Et 2, c'est largement suffisant pour un appartement lambda de 50 à 80 mètres carrés. Ils vendent des packs de 3 qui sont vraiment très intéressants au niveau prix. Donc, on pense souvent que 2 vont suffire, etc. Et puis finalement, on se dit « Ah, mais dans ce coin-là, j'en ai quand même bien. » Je te donne un exemple chez moi. Avant, la partie salle de bain n'était pas couverte. Eh bien, franchement, c'est très embêtant quand tu passes en 4G ou en 5G dans ta salle de bain pour regarder tes vidéos YouTube pendant que tu es en train de te raser, tu vois. On fait le Mac, on est en train de se raser. Évidemment. Donc toi, tu as fait le choix de TP-Link. Oui. Laurent, de ton côté? Moi, j'ai fait le choix d'Orbi. Donc Orbi, je vais être très clair. Alors, Orbi, c'est Netgear, la marque. C'est Netgear. Ils sont aussi bons qu'ils sont chers. Donc ils sont excellents. C'est vraiment la Rolls. C'est la Rolls. Et en fait, j'ai fait ce choix. C'est pas un bébé, c'est pas un petit bébé. Regardez. Non, c'est une belle bête. C'est une espèce de. Alors ça, c'est la toute dernière génération. Alors il y a 15. Alors ne croyez pas qu'il y en ait 3 dans la boîte. Il y en a qu'un seul. Donc ça vous donne la taille de la box. Mais la couverture, elle est incroyable. Non, la couverture est incroyable. Donc et en fait, j'ai fait ce choix. Je vais vous expliquer. Et l'hiver, la couverture, c'est important. Oui, tout à fait. Et donc surtout ici où il fait froid. Et 6E, hein, ça aussi. 6E. Donc moi, j'ai fait ce choix pour des raisons professionnelles. C'est-à-dire qu'en fait, je suis arrivé à un stade où j'en avais marre d'avoir des problèmes de réseau. J'en avais marre d'être totalement pollué par les Wi-Fi voisins et d'avoir des... Tu écrases tout avec ça. Et je me suis dit, maintenant, j'arrête. De toute façon, c'est tes voisins qui te détestent. Ah ouais, mais à un moment donné, moi, j'ai besoin de travailler. Tu vois ce que je veux dire? J'ai vraiment besoin de travailler. C'est un choix, donc c'est un choix professionnel. Et si tu veux, c'est quoi de rajouter 200 ou 300 euros par rapport à une autre solution si professionnellement. Donc en fait, tu le fais absorber. Je l'ai fait absorber par la société. Donc voilà. Je tiens à rappeler quand même que le jour où on est passé au studio, on refait le Mac. Sur cette solution, on a résolu 90% de nos problèmes. Hein. C'était magique. Donc voilà. Et l'objet est vraiment très très beau. Et donc en fait, tu vois bien derrière qu'il y a effectivement sur chacun un petit, je sais pas où. Il est en face de toi. Un petit hub comme un switch sur lequel. Et moi, j'ai fait la même chose, c'est-à-dire que j'ai déporté mon Philips Hue pour lequel j'avais un problème pour le couloir. Je l'ai déporté avec un câble Ethernet qui est grand comme ça. Et j'ai fixé le Philips Hue juste derrière. Non, très belle. C'est assez imposant, donc on a bien compris qu'on peut le poser sur une étagère, hein, c'est pas... mais c'est quand même évidemment plus imposant que les modèles de TP-Link, mais la couverture, elle est monstrueuse. Un truc qui est plutôt sympa, c'est qu'ils font des systèmes d'accroche au mur qui est plutôt élégante. Fixé par le dessous. Ouais, mais il faut plutôt les accrocher en hauteur, pas comme chez moi, au ras du sol, mais on fait ce qu'on peut avec la longueur de câble. Et ça, c'est la toute dernière génération, donc il y a la baseline en bas de la boîte. C'est quoi les débits annoncés? Regarde sur la boîte. C'est Christophe qui a la boîte. Moi, je donne juste une info. Ouais. C'est marrant parce qu'en fait, quand elle fonctionne... L'application est plutôt sympa. Ouais. Oui, l'application est très sympa. Quand elle fonctionne, elle est éteinte. Devant. Et en fait, c'est quand elle s'allume qu'il y a un souci. Et je trouve ça assez génial parce que dès que tu la vois allumée, tu dis « qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'il y a eu un souci ?» Et en fait, l'autre jour, je me suis rendu compte qu'en fait, elle était allumée parce que la fibre était tombée. Et donc, en fait, elle m'a indiqué qu'elle était connectée, mais que Internet n'était pas connecté. Baseline?
Si je lis, il dit 10 gigas, mais bon. 10 gigas, c'est la promesse du Wi-Fi 7, alors que c'est du Wi-Fi 6. Non, mais ça doit être cumulé, ça doit être la bande passante cumulée, etc. En fait. 10 gigas, il faut y aller. En gros, de toute façon, c'est la norme qui définit la bande passante. Hein. Donc, quoi qu'il advienne, en fait, qu'on ait des Orbi ou qu'on ait du TP-Link, c'est pareil. Quoi. Donc, tu l'as dit, la force, la portée, la puissance du truc. Tu m'avais parlé la stabilité, la qualité, le déport des ports sur le truc. La possibilité de la connecter au mur, donc en Ethernet, donc comme on le disait tout à l'heure. Un défaut, le prix. Ouais. Pour moi, si tu enlèves le prix, c'est le produit parfait, quoi. Oui. Non, mais à la limite, c'est bien. Le pire, ça serait de payer quelque chose cher qui marche pas. On va essayer de négocier avec Netgear des petites réductions pour les abonnés à ORLM. On va voir ce qu'on peut faire. De mon côté, moi aussi, chez moi, mais je ne suis pas passé au 6E, je suis resté au 6. J'ai déployé des bornes Orbi. Mais aujourd'hui, je n'ai pas fait ce choix-là parce qu'on a réussi à vous proposer déjà des routeurs Wi-Fi 7. Si tu veux le montrer, s'il te plaît, Christophe, c'est la marque Hero qui est une marque connue également en matière de Wi-Fi. C'est une filiale qui appartient à Amazon, qui sortent les premiers routeurs Wi-Fi 7. Ce n'est pas la seule marque à le faire, mais l'un des premiers à sortir un routeur Wi-Fi 7 du marché. Là, voilà, c'est également du mesh. Là, c'est vendu avec un seul routeur et vous pouvez les acheter en pack avec 1, 2, 3 routeurs. C'est un peu plus compact que le modèle de chez Netgear. Bon, le design, il faut aimer également. Moi, ce que j'aime bien... Oui. Si je peux me permettre, juste pour rebondir par rapport à la bande passante qu'on avait donnée tout à l'heure, en réalité, c'est le port Ethernet qui est en 10 gigabits. Et ça envoie jusqu'à du rien à voir avec la bande passante du Wi-Fi. Ouais. Toutes les excuses de Laurent. Moi, ce que j'aimais bien chez Hero, c'était qu'ils ont une gamme également en Wi-Fi 6E qui est assez remarquable. Pourquoi ? Parce qu'elle est vraiment pas chère. C'est l'une des plus accessibles à aller voir sur Amazon. Hein. On n'a pas d'action chez eux. Les bornes sont toutes petites et sont grandes comme une Apple TV. Donc, vous voyez, elles sont vraiment très compactes. C'est de loin l'une des solutions les plus faciles à installer. Donc, vraiment, en simplicité, c'est ça. Moi, c'est ce que j'ai déployé chez mes parents qui comprennent que dalle à la tech et au Wi-Fi. Et je suis tranquille. Et quand j'ai besoin de les mettre à jour, il y a une super application iPhone et je peux tout faire à distance depuis Paris alors qu'ils habitent en Corse. Et ça se passe très bien. Et c'est l'un des rares routeurs du marché également à être compatible HomeKit. Ça veut dire quoi, des routeurs compatibles HomeKit? C'est-à-dire que ça prend en charge nativement en matière de sécurité, traitement de données, de vie personnelle, c'est ça? En fait, HomeKit a ajouté une couche de... Enfin, Home, à l'application maison, ils ont ajouté lors d'une amélioration une couche de sécurité. Donc on va en parler tout à l'heure pour les caméras. Et en fait, ils ont fait la même chose sur la dimension routeur, c'est-à-dire qu'en fait, tu peux segmenter des morceaux de de l'utilisation de ton routeur à des usages et à des personnes. Donc en fait, ici, il y a une couche supérieure de sécurité. C'est bien. Je trouve que c'est un peu abstrait à comprendre. Apple n'a pas vraiment poussé. Et d'ailleurs, ils en parlent très peu. Donc l'idée, je pense que l'idée est bonne, le fond est bon. Dans la mise en œuvre, c'est très compliqué. Mais si ça permet de reconnaître plus facilement certains objets connectés, mais HomeKit fait déjà le taf, on va vous le montrer dans un instant. Ouais. Mais c'est vrai. En fait, l'idée, c'était de segmenter, par exemple, les objets connectés à un endroit. Mais tu vois, après, tu te retrouves sur un réseau qui est plus exactement le même. Moi, j'ai eu un problème d'imprimante avec ça. Tu vois, je me suis retrouvé... Donc voilà. Bon. On ne vous a pas donné le nom du produit, il s'appelle l'Hero Max 7. Alors aujourd'hui, ça ne sert à rien de passer au Wi-Fi 7, puisque dans l'univers Apple, il n'y a aucun device, aucun appareil qui soit compatible. On vient de voir que les iMac et les MacBook Pro étaient juste de passer aussi sur... Oui, et puis c'est une réflexion qu'on se faisait avec Laurent. C'est aussi un peu une exclue qu'on vous montre là. Là, ça, ce qu'on a en face, c'est presque un prototype. Vous voyez, Chris, c'est bien mentionné dessus. C'est pas pour la revente. Donc c'est vraiment un prototype. On a une chance d'avoir un produit nos amis d'Amazon nous les a envoyés en avant-première. Alors, une fois que le réseau est déployé, on va pouvoir vraiment parler maintenant. Et c'est important de blinder votre réseau, parler vraiment des usages. On vous a posé la question, c'était notre sondage de la semaine. La question était, pour vous, la maison connectée, c'est avant tout la gestion de la lumière, 52,7% pour vous avant tout, les objets connectés. C'est vrai que c'est le ticket d'entrée. C'est le pied dans la porte, quoi. C'est la façon d'attaquer. Deuxième point qui vous pousse à vous équiper en matière d'objets connectés, c'est la sécurité, les caméras et l'alarme, 23,2%. Là, ce qui m'a étonné, vous n'êtes que 17% à passer aux objets connectés pour tout ce qui est chauffage et thermostat. Et là, franchement, c'est vraiment un super argument de vente. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une émission spéciale.
thermostat, chauffage, lumière, panneaux solaires, batterie, pompe à chaleur, climatisation. On va tout expliquer comment les objets connectés peuvent concrètement vous faire économiser beaucoup d'argent sur votre budget au prix de l'électricité ou le gaz aujourd'hui. Pour acheter le Wi-Fi 7. Pour acheter éventuellement du Wi-Fi 6E ou du 7 et pour réduire votre facture de 15, 20, parfois 30%, toi 50%. Vous allez voir la semaine prochaine comment Christophe a réduit sa facture 50% grâce aux objets connectés. C'est vraiment pas une blague, hein. Vraiment 50%. Énormément de réactions. On vous l'a dit, près de 40 questions qu'on a sélectionnées. Hein. Donc et encore, je ne suis pas sûr qu'on puisse tous les passer. Un petit florilège d'Aurélien du XXe siècle ou du XXe, je ne sais pas, d'arrondissement. Oui, mais tu connais Aurélien. Oui, c'est ma femme, mais j'arrive pas à la connecter avec HomeKit, c'est pénible. Bon, merci Aurélien. Je lui dis d'essayer avec HomeBridge. Parlez-nous de Siri, Alexa et consorts par rapport à l'efficacité pour commander sa maison connectée. Je suis full Apple chez moi et Siri pour la lumière, c'est impeccable. Mais pour le reste, par exemple, ne serait-ce que pour mettre de la musique, Siri est décevante. C'est Mano qui nous dit ça. Je suis d'accord. Alors moi, j'ai souvent été défenseur de Siri pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que j'ai souvent dit Siri fonctionne très très bien pour tout ce qui est dans l'application maison, parce que les mots sont bien compris. Après, c'est vrai que il faut pas poser une question parce qu'il te dit toujours, je peux te donner la réponse, mais va voir sur ton téléphone. Pas tout. Pas tout, ouais. C'est vrai que, c'est frustrant, par exemple, lui demander le prochain Grand Prix de Formule 1, où et quand il a lieu, elle va te répondre. Ouais, mais il faut que ce soit vraiment fermé. Il faut vraiment que la question soit vraiment hyper précise pour l'obtenir. Je trouve, moi, alors c'est un avis strictement personnel, pourtant tu sais que j'ai souvent été un défenseur de Siri dans le passé. Je trouve que depuis une des dernières mises à jour, j'ai plus de mal et j'ai surtout certains objets que j'appelais d'une certaine manière qui fonctionnaient. Par exemple, tous les matins, mes enfants demandent la température extérieure parce qu'on a un capteur de température extérieure et on veut la température du capteur. On veut pas la température de l'application météo parce que la température de l'application météo, on a la chance d'avoir un capteur à l'extérieur. On veut cette température-là. Souvent, il y a 1 degré, 2 degrés, parfois 3 degrés d'écart. 3 degrés d'écart, ça change. Hein. Tu mets pas la même veste, quoi, à 3 degrés. Et ça me fonctionnait très bien. Et là, depuis quelques semaines, ça fonctionne un peu moins. Donc, je pense que c'est au gré des mises à jour. Mais ça peut rester pénible à l'usage. Ça ne veut pas dire que ton réseau, tes objets connectés ne fonctionnent pas. Ça peut rester pénible. Après, tout à l'heure, Olivier voulait me faire la démonstration d'Alexa. C'est pire encore. Oui, c'est vrai. Sérieusement, ce que tu m'as montré, il fallait essayer 5 fois pour lui faire jouer de la musique. Tu as mis un quart d'heure pour la configurer, quoi. 2 fois. Non, je ne suis pas d'accord. Oui, pour la configurer moi, 2 fois. 2 remarques. D'abord, il y a Siri et Siri. C'est-à-dire que Siri en français est beaucoup moins efficace que Siri en anglais. Tout à fait. Pourquoi moi, je n'ai pas installé d'objet Siri à la maison? C'est du Alexa. La maison, elle est full Alexa. Pourquoi? Parce que mon épouse est anglo-saxonne. Et donc, elle peut switcher du français à l'anglais. Et avec Siri, tu ne peux pas. Non. Et ça, c'est un vrai défaut. Et je suis désolé, Alexa marche mieux, est plus fluide, plus rapide, hésite moins, il donne des réponses plus satisfaisantes, au-delà des actions. Mais là, ça ne marchait pas. Mais parce que c'est l'effet des mots. Autre réaction, la maison connectée, c'est un peu tout ça et bien plus. Je suis impatient de voir l'émission sur le sujet. Signé HomeKit. Salut l'équipe, j'attends avec impatience cette émission. J'espère que vous allez pouvoir répondre à cette question, genre pourquoi mes storks électriques ont disparu du HomeKit et pourquoi j'ai besoin de plusieurs ponts, etc. Venez, vraiment hâte de voir cette émission. On va y répondre dans un instant. J'ai envie de dire que la maison connectée, c'est un ensemble parce que c'est un domaine que je connais le mieux. Je vais répondre les enceintes multi-room. Effectivement, on n'a pas dit, mais dans le sondage, les enceintes multimédia, les enceintes multi-room, moi, c'est mon usage premier à la maison. J'écoute de la musique partout et c'est Yannick Petit-Pierre qui nous dit ça. Quand pensez-vous qu'Apple Music sera compatible Chromecast sur iOS? Faites un effort Apple, c'est un blocage purement marketing et non logiciel. Oui, c'est Florian Martin qui nous dit ça. Et non, on pense qu'Apple va le bloquer, puisque sinon, ils pensaient bien qu'ils ne vont pas vendre beaucoup de HomePod. La maison connectée de nos jours, c'est un tout qui est séparé en plusieurs secteurs, que ça passe du volet électrique au chauffage ou aux enceintes et lumières connectées et tant d'autres. Tout est bien pratique lorsque c'est bien implémenté dans l'écosystème. Bisous à l'équipe, on va vous montrer tout ça dans un instant. N'oubliez pas que la semaine prochaine, vous avez une autre émission spéciale autour des usages de l'objet connecté et comment les objets connectés vous aident à être plus efficients énergétiquement et faire de rondelettes économiques. Soyez au rendez-vous
La semaine prochaine, premier usage qu'on met en avant, si vous voulez bien, l'usage numéro 1 que vous avez mis en avant dans notre sondage des objets connectés, bien sûr, la lumière. Nous allons tout vous expliquer sur la manière de bien installer ces ampoules à la maison. Bien installer ces lumières. Alors, question candide, messieurs, quels avantages d'installer des lumières connectées à la maison par rapport à des lumières traditionnelles? Ça peut paraître bête comme question, mais non, parce que beaucoup de gens, c'est un aspect. Non, alors c'est une geekerie pour beaucoup de gens, bien. Alors, ouais, moi je l'ai commencé par la geekerie parce que c'était le début des objets connectés, j'avais envie de voir, et j'ai fait pas mal d'erreurs. Donc je vais les partager au moins. On est là pour ça. Elles seront pas faites. Les erreurs, c'est qu'au début j'ai pris que des ampoules de couleur, en me disant je vais mettre des couleurs partout. Tu te rends compte qu'il y a des pièces pour lesquelles les couleurs sont utiles et des pièces pour lesquelles les couleurs sont pas utiles. Mettre des couleurs dans un salon, c'est très bien. Mettre des couleurs dans une salle à manger, ça n'a aucun intérêt. T'aimes pas chez moi alors? Non, quand l'éclairage vient de la couleur. Parce qu'en fait, tu n'allumes jamais le rouge pour éclairer la table. Non. La table, tu as besoin que ce soit très blanc. Donc on le voit derrière toi, le bleu, c'est décoratif, mais c'est pas pour éclairer. C'est pas directif. Ouais. Voilà, il ne faut pas que, par exemple, tu mettes sur le plafonnier de la salle à manger de la couleur parce que ça ne sert à rien. Donc, ce genre de choses. Donc, pour moi, c'est plusieurs cas d'usage. Le premier, c'est la possibilité de donner des ambiances. Tu vois, dans le salon, le soir, tu regardes la télé, il y en a qui aiment être dans le noir. Mon fils adore être dans le noir. Moi, j'adore avoir une petite lumière tamisée. Je trouve que c'est plus agréable. Donc, mais surtout que tu n'as pas à l'actionner. Tu peux l'automatiser grâce à des scénarios. Tout à fait. Donc, tu peux programmer les scénarios. Dans d'autres usages, par exemple, chez moi, le hall d'entrée, contrairement au hall d'entrée de chez Christophe, qui est ultra lumineux, le mien, c'est une pièce aveugle. Donc, en fait, quand je rentrais dans cette pièce, j'ai passé mon temps à chercher l'interrupteur. Maintenant, j'ai créé un scénario. À l'ouverture de la porte, en fait, la lumière s'allume toute seule. Et en fait, elle s'éteint toute seule au bout de 2 minutes où je suis plus dedans. Donc en fait, ça devient quelque chose de pratique parce que quand tu rentres, il y a souvent des paquets à la main. Il faut que tu poses tes paquets, que tu appuies sur l'interrupteur, que tu rentres. Donc il y a plein d'usages qui sont pratiques. J'ai raconté à plusieurs reprises l'histoire du couloir. Mes enfants aiment bien le soir, les enfants en bas âge, ils aiment bien quand ils se couchent avoir de la lumière. Sauf que si moi je m'endormais avant que j'aille éteindre la lumière, la lumière reste allumée toute la nuit. Maintenant, j'ai 2 choses dans le couloir. J'ai 3 choses dans le couloir. La première chose que j'ai, c'est que la lumière est tamisée. Tu vois, c'est pas besoin que ce soit allumé comme Versailles. Donc, j'ai une lumière tamisée pour cette scène de endormissement. La deuxième chose, c'est que la lumière s'éteint automatiquement après une certaine heure, le soir. Donc, à l'heure à laquelle ils sont endormis. Et la troisième, c'est que dans la journée, j'ai un capteur de présence et quand je rentre dans le couloir, automatiquement la lumière s'allume et se coupe. Donc, c'est plein d'usages de la vie de tous les jours. Et c'est vrai que l'éclairage, c'est le super point d'entrée pour tester ces objets. Donc, c'est pas un gadget, Christophe, c'est vraiment une valeur. Juste une dernière, je te donne juste un truc. Moi, j'ai un truc que je trouvais génial chez moi, mais Christophe, il m'a hypé, mais d'une manière que tu peux même pas imaginer. Donc, à la maison chez moi, j'ai un capteur de qualité de l'air. Et donc, j'ai certains objets qui changent, donc certaines ampoules, qui changent de couleur quand il y a de la pollution dans une pièce. Donc, elles deviennent rouges. Et tout le monde sait à la maison que quand ça devient rouge, c'est qu'on a franchi un seuil. Et tout le monde ouvre les fenêtres pour aérer. Christophe, il a un truc qui est un peu mieux. Et chez lui, ça devient bleu, mais je lui laisserai présenter sa lumière bleue. Effectivement, non, mais pour moi, pour répondre à ta question, pour moi, c'est pas un gadget. Oui, il y a un aspect décoratif, et tant mieux, parce que c'est de la lumière. Oui, ça peut éclairer les différentes scènes de ta maison de façon tout à fait harmonieuse. Oui, c'est aussi un outil pour économiser de l'énergie, et ça, on en parlera sans doute par la suite. Alors on va parler pendant 20 minutes la semaine prochaine de comment on économise de l'énergie avec les ampoules. Soyez rendez-vous, et puis avec des tutoriels pour vous expliquer comment bien installer ces ampoules. Mais oui. Et c'est clair et net que l'intelligence qu'on va mettre et les scénarios qu'on va créer autour de ces lampes connectées et n'importe quel objet connecté, ça va être super important. Ce dont tu parlais, c'est vrai que chez moi, tu rentres dans un des couloirs. Le couloir est éclairé au moment par la détection tout simplement de ton mouvement. Et puis tu rentres dans les toilettes, tu fermes la porte, ça s'allume à l'intérieur des toilettes, mais aussi tu as une lampe bleue qui s'allume à l'extérieur des toilettes pour dire, mais il y a quelqu'un, n'essayez pas d'entrer, en fait, il y a déjà quelqu'un dans les toilettes. Donc c'est sympa, mais c'est pas que sympa, c'est tous les jours, ça t'aide vraiment, c'est vraiment cool, quoi. Et au-delà, au moment de partir dans la maison, on oublie toujours une lumière, parce qu'il y a plusieurs lumières qu'on doit allumer à la main. Et là explique-nous comment on crée un groupe, comment on crée un scénario, par exemple, dans l'application Maison d'HomeKit. Il y a plusieurs lampes dans le salon, on associe ces lampes ou ces ampoules. Tu les ajoutes dans l'application
de ton choix. Donc on sélectionne une pièce. Tu sélectionnes une pièce dans laquelle tu vas créer un groupe, tu ajoutes tes lampes, tu ajoutes tes lampes, tu mets tes différents niveaux de luminosité parce que tu n'es pas obligé, tu vois. Sur le groupe, tu as un niveau de luminosité global pour le groupe, mais à l'intérieur du groupe, tu peux dire quand celui-ci est à 20%, l'autre doit être à 10%. Quand celui-ci est à 10%, l'autre doit être à 30%. Et ça, c'est très sympa parce qu'après, tu as un niveau général, mais qui va faire augmenter proportionnellement les différents niveaux des ampoules, des lampes du groupe en question. Et tu peux aussi avoir, pas seulement des ampoules, tu peux aussi avoir des prises. Moi, par exemple, dans mon salon, j'ai 6 lampes différentes, dont 2 qui sont sur des prises. Et donc là, c'est plutôt j'allume, j'éteins. C'est ce que tu as à côté de toi. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'acheter des ampoules, on peut transformer des lampes traditionnelles ou des produits qu'on peut éteindre et allumer à distance. Ouais, j'ai une lampe que j'appelle la lampe 5 étoiles. En fait, c'est 5 petites ampoules et je n'arriverai pas à mettre une lampe connectée parce que c'est des ampoules qui sont grandes comme ça. Ouais. Et donc, en fait, je le connecte avec une prise qui allume les 5. Et encore une fois, pour teaser pour l'émission de la semaine prochaine, ce type de produit permet aussi de prendre conscience de la consommation électrique en temps réel de certains objets. On vous expliquera comment en tirer parti la semaine prochaine. Concrètement, comment ça marche, les ampoules, comment bien les installer, comment bien choisir. Il y a plusieurs types d'ampoules. Il y a des Bluetooth, il y a des Wi-Fi. Il y a des Zigbee, il y a des émetteurs. Ouais, mais de manière générale, il faut plutôt privilégier du Wi-Fi plutôt que le Bluetooth et plutôt utiliser un pont. On est d'accord ? C'est ça. Donc en fait, le pont, pas forcément. Le truc, c'est que si tu prends du Wi-Fi, forcément, ça vient charger ton réseau Wi-Fi traditionnel. Donc ça, c'est un choix. C'est faible. C'est faible, mais c'est un choix. Mais le désavantage du Bluetooth, surtout, c'est que tu dois être à proximité de l'ampoule ou du périphérique intelligent que tu veux activer pour que ça fonctionne. Ou avoir un pont qui lui-même est Bluetooth et qui va parler avec Bluetooth, si tu es à l'extérieur de la maison, tu ne peux pas éteindre, rallumer la lumière à distance. Sauf si tu as quelque chose sur place. Qui joue le rôle de pont. Il y a quelque chose qui est important et je vais recommander à nos spectateurs, à nos téléspectateurs et à nos auditeurs de faire attention. Il y a beaucoup de produits qui existent, par exemple, dans 2 configurations. Par exemple, il y a des prises chez certains fabricants qui sont en version HomeKit. Chez Fibaro, par exemple, il y a des prises qui sont en version maison connectée et ça marche avec l'appli Fibaro en Bluetooth. Et puis, il y a la même version en version HomeKit qui vaut 10 ou 20 € de plus. Et quand des fois, tu passes d'une fiche à l'autre, tu dis, tiens, là, je l'ai trouvé moins cher, je prends celle-là. Non, attention, celle qui est moins chère, c'est parfois celle qui n'est pas HomeKit. Ouais. Et c'est dommage parce que si tu veux être dans l'écosystème et pouvoir tout piloter depuis la même application, ça vaut le coup qu'elle soit dans l'écosystème que tu choisis. Alors, on a un exemple de kit de démarrage. Donc, prenez plutôt une solution Wi-Fi. Il y a plein de marques, mais la référence du marché, c'est Philips Hue. C'est Philips Hue. Alors, encore une fois, la semaine prochaine, on va tout vous détailler, comment bien les installer, mais on va résumer ça. Dans un kit de démarrage, qu'est-ce qu'on trouve, Laurent ? Alors, Philips Hue, brièvement. Philips Hue a plusieurs kits de démarrage, mais pour que Philips Hue fonctionne, il faut 2 choses minimum. Il faut au moins une ampoule connectée, et eux, leur système, ça fonctionne avec un petit hub qui va discuter avec un pont qui va discuter avec les ampoules. Maintenant, ils ont des petits packs de démarrage qui sont souvent à un tarif avantageux, dans lequel il y a 3 choses. Il y a 2 ampoules, donc un kit de 2 ampoules. Tu as le pont, tu as la télé et tu as une télécommande. Alors, donc la télécommande, c'est intéressant pour allumer et éteindre. Ce qu'on n'a pas dit, et l'un des avantages des ampoules connectées, c'est qu'elles sont dimmables, ce qui n'est pas le cas de toutes les ampoules du marché. Donc on peut baisser la luminosité. On peut régler la luminosité, tu peux changer la couleur. Et la télécommande de chez Philips, c'est une télécommande avec 4 boutons et tu peux soit enregistrer, j'allume, j'éteins et je monte et je descends la luminosité, mais tu peux aussi carrément choisir des couleurs. Moi, dans mon salon, j'appuie sur le bouton une fois, j'ai une ambiance très éclairée, j'appuie le salon une deuxième fois, tu peux faire se suivre les ambiances. Alors, c'est la marque de référence. Elle est un peu chère, je trouve, personnellement. Il devrait casser un petit peu les prix parce que là, la concurrence active. Mais en revanche, on trouve un éventail, un écosystème hyper large. C'est le plus riche du marché. Ça, et puis, il ne faut pas oublier, c'est cher à l'achat, mais il faut prendre en compte le coût total de la propriété de l'objet. Durée de vie. Parce que, voilà, exactement. Très franchement, moi, c'est depuis le jour 1 où Philips a fait ses Hue, comme Laurent, j'en ai acheté et je les ai installés chez moi. C'est la première fois, la semaine dernière, que j'ai dû changer une ampoule. Moi, je n'ai jamais changé. La première fois. Et pourtant, en fait, il y a une quantité importante d'ampoules. Et d'un point de vue
purement matériel, c'est aussi facile à installer dans un luminaire en fait, que n'importe quoi d'autre. Toujours via l'application Home ou l'application You. Oui, je parlais matériellement. Tu vois, d'accord, on visse. Matériellement, oui, c'est ça. On visse et c'est contre-intuitif parce que tu dois le faire avec des ampoules aux mains. Ouais, donc on visse comme une appli traditionnelle et sont détectés automatiquement par l'application You. Toi, tu préfères utiliser l'application You. Toi, tu préfères utiliser l'application Maison, mais on reviendra la semaine prochaine en détail sur la méthode d'installation. On le détaillera la semaine prochaine. Et on trouve dans l'écosystème Philips vraiment tout le type d'ampoules possible imaginable. Hein. Ouais, les petits, des moyens, les types de prix, les trois grands standards du marché. Donc, qui sont et différents luminaires aussi. Oui, tout à fait. Voilà. Et bien sûr, différents luminaires annexes. Des ampoules, des lampes qui peuvent servir de lampes par elles-mêmes. Il y a des tiges qui sont magnifiques. Tu vois, j'ai vu chez toi qu'il y en avait plein, toutes les petites là, qui éclairent avec, qui font une lumière diffuse, c'est super. Alors bien sûr, il y a d'autres alternatives, donc qui sont d'autres marques. On en trouve chez Leroy Merlin, on en trouve chez. Il y a des marques comme Wiz, qui est une filiale de Philips. Il y a Eve qui fait aussi des choses. Il y a Nanolith. Nanolith, moi, ce que j'aime bien, c'est l'univers, je dirais. Design déco. Voilà, c'est plus de la déco. Tu en as déployé beaucoup chez toi. Oui. Ces petites formes géométriques. Il y a aussi des barres de LED, comme il y a ici au sein d'Underside. En quelques mots. Oui, c'est HomeKit également. Oui, effectivement, comme tu le dis, le gros avantage de Nanolith, elles sont un peu, je trouve, un peu moins résistantes, un peu moins stables que les You, même au niveau du studio. On a déjà eu parfois des déconnexions, reconnexions. De manière chronique, il faut les resynchroniser de temps en temps. Chez moi, c'est arrivé une ou deux fois aussi. Bon, c'est pas alarmant, mais c'est arrivé. Mais par contre, tu as tout cet aspect vraiment un peu effets spéciaux dans ta maison. Et aujourd'hui, même les jeunes, en fait, qui veulent se faire un beau setup dans leur chambre, en fait, un peu gaming, etc. Derrière, souvent, c'est du Nanolith, en fait, parce que ça a cet aspect hyper design, hyper attractif, en fait. Ouais. Chaque marque, il faut garder à l'esprit, et c'est important parce que quand on découvre, moi, quand j'ai découvert, j'ai commencé avec Philips Hue, puis après, je me suis dit, alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue avec Philips Hue ou est-ce que j'en essaye d'autres? Comme j'aime bien tester, j'ai accepté de tester d'autres produits. Souvent, c'est une appli différente. Alors, bien sûr, Home, l'application maison, fait le nivellement pour que tout le monde fonctionne de la même manière. Mais ce qu'il faut bien dire, et il faut en être conscient, c'est qu'il existe plein de marques qui proposent. Donc, en fait, il y a une marque de lampe qui s'appelle LifeX, LifeX, selon comment on le prononce, qui fait des ampoules exclusivement Wi-Fi sans pont. Tu as Philips qui fait des ampoules avec pont, mais qui ont une réactivité qui est hyper rapide. Tu as et c'est pour tout pareil. Pour les prises, c'est pareil. Là, tu as Eve, mais Philips a sa prise connectée. Moi, j'ai du Meros à la maison, j'ai de Fibaro. Donc, toutes les marques ont toujours souvent de l'ampoule, et de la prise, et de l'interrupteur. Et ça vaut le coup de comparer parce que les usages ne sont pas exactement les mêmes. Et donc, voilà. Nous, tu disais, on a installé donc, pour décorer le studio et la régie les studios d'Electrolux, des Nanolith. On a quelques soucis où il faut les resynchroniser. Moi, à la maison, j'ai des soucis chroniques avec mes Philips Hue. OK. De temps en temps, ils refusent de s'allumer dans HomeKit. C'est-à-dire, je dis le mot magique, je ne vais pas dire pour ne pas embêter nos auditeurs. Et elle refuse de s'allumer. Et comme j'ai la chance d'avoir Alexa à la maison, si je dis Alexa, allume une lumière dans le salon, ça va marcher. Alors que la même chose avec D-Series, ça ne marchera pas. Alors c'est quelque chose qui est connu. C'est un bug de synchro entre l'application Philips Hue et HomeKit. Et c'est assez bien documenté sur le net. Je l'ai eu moi une fois et il y a une technique pour le remettre à zéro. Mais en général, ça reste parfois très capricieux. Par moments, des lampes disparaissent d'HomeKit. Par moments, il y a marqué mise à jour alors qu'elles ne sont pas en mise à jour. Tu as quelques conseils à nous donner pour éviter ces problèmes-là? Oui, bien entendu. Le premier conseil, celui que je t'avais donné, mais qui est vraiment le dernier rempart. Avant, il faut le faire uniquement quand on est sûr et certain de tout avoir essayé. Mais comme les Philips Hue, par exemple, sont connectés au travers d'un pont, et que Home reconnaît ce pont, et c'est grâce à ce pont que Home va prendre conscience de tout l'ensemble des lumières chez toi, si jamais elles n'apparaissent pas toutes ou qu'elles apparaissent de façon erratique, il faut retirer le pont et puis le reconnaître. Mais ça veut dire que tu dois tout reconfigurer derrière. Et rapprocher le pont de la source des ampoules. Aussi. Donc si vous avez du mesh, vous mettez le pont le plus proche de vos ampoules. Pour Philips Hue, comme le disait Laurent,
dans l'application Philips Hue, il y a la possibilité de synchroniser avec Maison. Et il faut absolument le faire parce que s'il y a une désynchronisation à un moment donné entre les deux, c'est là que les problématiques arrivent, donc il faut resynchroniser. Ouais, quand tu renommes par exemple les ampoules, tu peux avoir ce genre de soucis. Et autre chose, et tu le disais en préambule à l'émission, le Wi-Fi c'est hyper important. Tu n'es pas en Wi-Fi 6E en fait pour l'Internet des objets. Je t'assure Olivier, à partir du moment, de l'instant T où je suis passé du Wi-Fi 5 au Wi-Fi 6E, ça a changé ma vie en fait pour Home. D'accord. Tu me disais, Laurent, ce que n'aiment pas aussi les objets connectés en général et les ampoules en particulier, c'est qu'on les éteigne avec les interrupteurs physiques. Elles sont conçues pour être éteintes avec leurs propres interrupteurs. C'est via l'iPhone où il y a les assistants vocaux. C'est pour ça qu'il y a un petit boîtier, une petite télécommande qu'on accroche au mur qui devient un interrupteur dans le boîtier Philips. Ça, il ne faut pas le faire. Alors, toi, tu te bats à la maison pour ça. Alors, ouais, en fait, il y a 3 cas. Et moi, j'ai une population qui est particulière. Hein. J'ai mes enfants, j'ai ma femme, j'ai ma nounou et j'ai ma belle-mère. Ouais, donc, tu vois, et mes enfants, eux, ils adorent. Parce que à chaque fois que le couloir reste allumé, ma femme dit « Vous avez encore laissé le couloir allumé ?» La première chose qu'il dit, c'est « éteins le couloir » et le couloir s'éteint. Ils n'ont pas bougé. Ils ont l'impression même d'avoir été puissants, tu vois, dans l'action. On se demande même s'ils ne font pas exprès pour moquer un peu leur maman. Ça, c'est facile. Il y a ma femme qui est... Je ne veux pas dire qu'elle est technophobe, mais elle est, tu vois, il faut que ça fonctionne, quoi. Ça ne fonctionne pas, tu vois, ça va l'agacer. Et je me rends compte qu'au début, elle était un peu opposée et progressivement, elle l'accepte. J'ai ma nounou qui est philippine et donc tu vois, qui hésitait à parler parce qu'elle parle anglais, tout ça. Et en fait, maintenant, elle a compris. Donc, ça règle le problème. Ouais. Et j'ai même ma belle-mère maintenant commence à le faire. Donc, tu vois, c'est une migration. Par contre, si tu coupes avec l'interrupteur, il se passe 2 choses. La première, c'est que tu sais plus s'il est allumé ou éteint pour l'allumer. Et en fonction des ampoules, il y en a certaines, quand tu les rebranches, elles s'allument de suite. Mais d'autres, elles attendent de redémarrer pour éventuellement se connecter en fonction des marques. Et donc, tu appuies, ça ne marche pas. Tu dis, mince, c'est le temps que le Wi-Fi se reconnecte. Et trucs, donc tu commences à redonner l'ordre, ça ne marche pas. Tu rappuies sur l'interrupteur. En fait, tu passes ton temps à appuyer. Et si tu le fais 6 fois dans certaines marques, oui, tu les resets. Oui, LifeX, si tu le fais 6 fois, tu remets à 0 la lampe, je crois. Ouais, juste pour info. On voit que par moment, c'est loin. Ikea aussi. C'est parfois un petit peu galère quand même. Ouais. Alors, c'est là où c'est intéressant. Il y a des marques qui l'ont compris, ça. Il y a des marques, on en parlait ce matin en relisant les notes de l'émission. Par exemple, Legrand qui a racheté 2 marques, qui a racheté Netatmo d'une part et Biticino, qui était une marque italienne de mémoire. Eux, ils ont fait un système où finalement l'interrupteur disparaît, c'est-à-dire que toutes tes prises deviennent connectées. Tu mets un petit boîtier qui, lui, est connecté à la place. Parce que Legrand fabrique les interrupteurs qu'il y a dans toutes les maisons. Legrand, c'est un des plus gros fabricants au monde. Donc on remplace l'interrupteur mécanique par un interrupteur connecté. En fait, c'est un interrupteur télécommande que tu peux coller, mais que tu peux mettre n'importe où. C'est-à-dire que tu peux dire... Et donc, du coup, tu dis, bah, tiens, la prise, celle-là et celle-là, ces 3 prises-là, que tu changes, peuvent être... Alors, je donne un tuyau, parce que moi, je l'ai fait. Ça ne marche pas toujours. Moi, je suis allé dans une boutique spécialisée pour électriciens. Qui achètent en gros. Et en fait, ces boutiques, normalement, elles sont censées vendre que en gros, mais elles refusent rarement. Toi, tu magouilles. Non, mais elles refusent rarement de vendre un client en plus. Hein. C'est aussi sympathique que toi, de surcroît. Aussi sympathique que moi. Ouais. Et donc, moi, j'ai acheté quasiment mes prises pour à peine 1 fois et demie, 2 fois. Bon, ça coûte pas beaucoup plus cher, en clair. Ouais, le prix de la prise, alors que normalement, c'est le prix de la prise normale. Donc, bon, alors, il y a des gens qui disent oui, mais moi, la prise, elle est déjà existante. Donc, si vous n'avez pas envie, vous installez une prise en plus. Et si vous voulez voir disparaître, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prise d'ajout, Legrand est très très bon là-dedans. Alors pour me quitter aussi, un truc que tu m'as donné, Christophe, qui m'était arrivé une fois, il y avait une partie de mes ampoules qui avait disparu. Par exemple, j'ai une petite lampe Pipistrello à la maison et j'avais 4 ampoules Philips Hue branchées dessus. Et puis il y en avait une qui s'allumait plus fort que les autres, ce qui est assez énervant quand vous avez un lustre. Il y avait une ampoule qui est à 100% et les autres à 20%. Et j'ai réussi à les régler en utilisant l'Apple TV, parce que l'Apple TV fait office de pont, hein, c'est ça. Et c'est important d'avoir un Apple TV ou un HomePod à minima. Tout dépend de la technologie, hein, mais oui. Pour HomeKit, hein, c'est ce qui permet d'assurer le pont et via le cloud notamment. Et le fait de désactiver HomeKit dans l'Apple TV, parfois, remet tout d'équerre. Et ça a été un bon truc. Voilà, on était trop long, comme d'habitude, autour de la lumière, et vous savez tout déjà sur les usages et comment les installer. On y reviendra encore un petit peu la semaine prochaine avec un tutoriel de Christophe qui vous expliquera comment on les installe très rapidement et très simplement, comment on crée des groupes et comment on crée des scénarios. On passe au deuxième usage que vous. Publicité.
pour les objets connectés, c'est bien sûr une maison plus sûre. La sécurité, donc vous le publicitez également dans notre sondage, on pense naturellement aux caméras de surveillance et aux systèmes d'alarme, aux stores et aux serrures connectées. C'est les objets qu'on va vous présenter aujourd'hui. On commence tout de suite avec les caméras de surveillance de type filaire et sans fil. Laurent. Alors moi j'ai fait le choix, moi j'ai des caméras extérieures et j'ai des caméras intérieures. Les caméras extérieures sont filaires, donc en fait c'est, on l'a là, hein, c'est la Outdoor Camera de chez Netatmo. J'ai fait le choix et tu m'avais posé une question. C'est un beau bébé, hein, c'est un beau bébé, j'en ai deux. Ok, j'en ai deux. Et donc, ce truc blanc, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un éclairage. Donc en fait, j'ai remplacé la lampe qui avait au-dessus de la porte d'entrée chez moi par cette... C'est un détecteur de mouvement. Donc ça fait détecteur de mouvement, vision nocturne, activation de l'éclairage quand tu passes dessous. Donc tu rentres le soir chez toi, tu rentres dans le champ, hop, la lumière s'allume. Elle existe, celle-ci, elle est avec sirène. Donc tu peux aussi, imagine chez toi, où par exemple c'est une maison, c'est une villa. Donc ça veut dire que normalement c'est pas toi qui arrive chez toi. Tu peux dire, si je suis pas à proximité ou quelqu'un des membres de la famille n'est pas à proximité, si ça s'allume, il n'y a pas de raison, tu déclenches la sirène, ça détecte les humains, les voitures et les animaux. Ah, ça c'était important pour éviter les notifications intempestives. Il y a toujours des chats. Moi j'ai tous les chats. Un chat passe, il y a un intrus. Non, c'est un chat qui comprend, donc il dit rien. Tous les chats de quartier sont référencés. Super idée. Tu m'avais dit de dire un avantage, un inconvénient. Donc je te donne. Avantage, c'est pas d'abonnement. Alors exactement. L'avantage de la caméra Netatmo, c'est qu'il n'y a pas d'abonnement. Dans l'effet induit de ce non-abonnement, c'est que tu peux dire, va le sauvegarder. Moi, par exemple, j'utilise iCloud, mais j'utilise aussi Dropbox. Et je lui dis, va déposer sur Dropbox. Ça a un intérêt parce que des fois, tu as un problème, tu dis, tiens, quand est-ce que j'ai eu ce truc-là? C'est peut-être il y a 15 jours. Mon voisin, un jour, il m'a dit, il y a 15 jours, j'ai vu quelqu'un sur ton balcon. C'était qui? Et en fait, je sais pas, je suis retourné dans les vidéos 15 jours avant et j'ai retrouvé la vidéo. Ce qui est un peu ce que je reproche aux caméras, au système de Home, d'Apple Maison. Ça, je le teste sur la Eve Indoor. Okay, donc on l'a pas là, mais je l'ai à la maison, qui me sert à deux choses. La Eve Indoor, je l'ai mis face à l'entrée. La version intérieure. Intérieure. Elle existe en extérieur, mais moi je l'ai en Toujours intérieur. Filaire. Hein. Je l'ai en extérieur chez ma mère. Toujours filaire, juste par une petite alimentation. Elle a deux avantages chez moi. La première, c'est que, je vous ai dit, si j'ouvre la porte d'entrée, ça allume la lampe. Mais si je vais dans cette pièce, ce hall, sans ouvrir la porte d'entrée, ça n'allumait pas la lampe. Donc en fait, j'ai mis cette caméra dans cette pièce et le fait de me voir arriver, quand elle détecte quelqu'un dans cette pièce, elle allume. C'est pas surveillé, c'est pour plutôt un usage. Ça a quand même un usage de surveillance, c'est là où c'est intéressant. L'usage de surveillance, c'est que quand mes enfants rentrent, elle me dit, je pense que Raphaël est rentré à la maison. Tu vois, parce qu'il y a une reconnaissance des photos liées à l'application photo. L'inconvénient, c'est que tu enregistres dans iCloud et ça ne te garde pas vraiment longtemps de photos. Donc, si tu veux revenir... Tu n'as pas besoin d'abonnement. Si tu n'as pas besoin d'abonnement, tu es sur iCloud. Alors, s'il y avait un moins, c'est évidemment qu'elles sont filaires. Donc, évidemment, on ne peut pas les déployer n'importe où. Il faut qu'une prise électrique tombe dehors. On n'a pas toujours une alimentation électrique. Quel choix tu as fait, toi, Christophe, en termes de cam? Est-ce qu'elles sont HomeKit également? Alors, l'une est HomeKit et l'autre l'est grâce à Homebridge. Alors Homebridge en deux mots et on va expliquer longuement en fin d'émission qu'est-ce que c'est Homebridge. Homebridge, c'est un espèce de pont entre des périphériques, des appareils connectés qui ne sont pas compatibles avec Home et Home. Ouais. Donc ça te permet, tu as une caméra comme la Ring par exemple, qui n'est pas HomeKit d'emblée. Ça te permet en fait d'avoir malgré tout tes caméras à l'intérieur de ton application maison sans aucun souci. Donc ça, c'est vraiment un usage qui est super sympa. Et justement, moi, c'est pour répondre à ta question, c'est Ring que j'ai utilisé pour l'extérieur de la maison. Donc aussi bien en fait pour les sonnettes, que ce soit au portail ou à la porte d'entrée, et aussi bien pour la surveillance du jardin dans sa globalité, avec des caméras Ring qui, elles, pour le coup, ne sont pas des sonnettes, mais par contre éclairent le jardin en cas de détection de mouvement. D'accord, on reviendra sur les sonnettes dans un instant et sur le système d'alarme Ring, parce qu'il y a aussi des systèmes d'alarme. Oui. Donc toi, tu as rendu connecté encore une fois, comme tu vas l'expliquer la semaine prochaine pour ta clim qui n'était pas, tu l'as rendu connecté grâce à Homebridge qui l'a rendu pas connecté, mais qui l'a rendu compatible HomeKit. Ring, alors, il faut un abonnement, Ring. Alors, on va parler de Ring, mais moi, je vais vous donner mon choix que j'ai fait à la maison. Mon côté, si tu veux, je vais le prendre, il est là, c'est les caméras de chez Arlo. Pourquoi ces caméras-là? Parce que moi, je n'ai pas en extérieur de prise électrique.
Et j'ai très peu de prises électriques chez moi à la maison, donc je ne peux pas déployer des caméras où je voudrais. Donc les solutions d'Arlo, elles sont toutes sur batterie, presque. C'est pour ça que je choisis cette solution-là qui est extrêmement simple à installer, extrêmement stable. Ce modèle-là, c'est le tout dernier modèle, c'est la Arlo Floodlight Pro 3. L'avantage, c'est qu'elle a, comme le modèle de Netatmo, une super lampe à détection de mouvement. Et pour un garage, quand vous arrivez avec la voiture, vous arrivez devant la porte pour aller chercher les clés. Ça, non seulement ça allume la caméra de surveillance, mais en plus ça vous éclaire, donc c'est super, ça coûte au cours des 300 €. En revanche, donc l'installation est ultra simple, il n'y a pas de câble à tirer, hein, la batterie dure plusieurs semaines. En revanche, c'est pas HomeKit. Pour la rendre HomeKit, il faut installer un pont en fait qui coûte encore 200 € de plus, mais qui permet de stocker en local. Alors, je ne suis pas le meilleur en réseau de l'équipe de Reflemac, mais je n'ai toujours pas réussi à le faire fonctionner, la fonction HomeKit avec ce pont. Mais je ne désespère pas d'y arriver avec le service technique de chez nos amis d'Arlo. Et là, il y a une pléthore de familles de produits. Hein, c'est l'un des leaders du marché. Vous trouvez tout et son contraire pour pouvoir vous équiper à la maison, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Tu parlais de sonnettes. C'est aussi des caméras de surveillance parce que voilà, les sonnettes connectées, c'est important. Et en plus de pouvoir savoir qui sonne à la porte, c'est quand même un vrai plus, Christophe. Oui, c'est un vrai plus. Et surtout, ça te permet de le faire à l'extérieur de la maison également. Donc, tu n'es pas là, tu as ton livreur Amazon qui arrive, tu peux lui dire dépose-le devant le portail, le colis que tu dois me livrer, ce n'est pas un souci, j'arrive dans 2 minutes. Donc, c'est vraiment sympa, tu peux vraiment interagir. Alors, Ring, c'est vraiment le leader du marché. Bon, ce n'est pas Netatmo, ce n'est pas HomeKit, mais tu l'as rendu HomeKit encore une fois. Exactement. Avec HomeBridge, dont tu vas nous parler dans un instant. Exactement. Et HomeBridge permet vraiment de récupérer presque toutes les fonctions de la Ring. Donc, les sonnettes, tu vas pouvoir récupérer les notifications parce que quelqu'un sonne à la maison. Du coup, tu vas pouvoir les retrouver sur ton Apple TV, par exemple, ton iPad, peu importe. Tu vas pouvoir récupérer le flux de la vidéo comme si c'était une caméra HomeKit. Donc ça, c'est cool aussi. Et puis, pour les caméras Ring qui, elles, ont aussi en plus des lumières, tu vois, peuvent éclairer. Tu peux activer, désactiver l'éclairage également à partir de Home. Et c'est pas tout encore, parce que tu peux utiliser même la partie surveillance et alarme donc vraiment sécurité, des Ring au travers de HomeKit grâce à HomeBridge. Alors on va parler du système d'alarme de Ring parce que je ne la connaissais pas, tu vas nous la faire découvrir. Mais au-delà, moi j'ai une sonnette comme toi, mais c'est une sonnette Arlo, je suis resté dans l'écosystème Arlo. Par contre, il faut la charger régulièrement. Il y a une batterie intégrée, c'est très pratique parce que mon portail est un peu éloigné de la maison, il n'y a pas de prise électrique, donc c'est assez pratique. Chez Ring, ils ont une solution toute bête pour prolonger l'autonomie. Oui, exactement. Tu as des mini panneaux solaires que tu peux positionner à proximité de ta Ring pour pouvoir la charger en continu. Ouais, alors le truc, c'est que tout dépend de l'usage, tu vois. Oui, en règle générale, ça va prolonger la vie de la batterie, ça va pas faire en sorte de conserver l'énergie en fait dans ta batterie en permanence au même niveau. Toi, tu as choisi un modèle de Netatmo, encore une fois, Laurent, qui lui est compatible HomeKit. Donc l'avantage, c'est que ça sonne sur l'iPhone directement. Ouais, moi, je suis obligé de lancer l'application Arlo. Donc en fait, moi, j'ai les 2 caméras qui servent d'éclairage en hauteur, mais la sonnette, j'ai pris la sonnette Netatmo, donc je reste dans l'écosystème avec l'enregistrement et je suis dans le même. C'est hyper confortable. Ouais, et c'est vachement stable. Hein. Et donc du coup, tu es sur ton Apple TV, quelqu'un sonne à la porte et l'image arrive sur la télé. Ouais, sur l'Apple TV ou sur le téléphone en même temps. Tu as la notification, tu prends la notification, y compris quand tu n'es pas à la maison. Alors, je cherche la question numéro 11, parce que j'ai noté que je devais lire la question numéro 11. Je la cherche en temps réel. Il y a tellement de questions cette semaine qu'il est parfois pas si difficile de s'y retrouver. Et là, voilà. Bonjour, on refait le Mac. Quelle solution existe pour une alarme connectée HomeKit efficace pour une maison? Je ne parle pas de petites solutions avec une seule caméra connectée, mais un vrai système pour concurrencer. Verisure, par exemple. Merci. Et keep going, c'est signé Alex sur X. Ça tombe bien, tu nous as sélectionné un petit système d'alarme. Il y a des solutions compatibles HomeKit, mais ce n'est pas ce que tu as privilégié, toi. Non, la Ring n'est pas compatible HomeKit et je n'ai pas encore vu si c'était possible en fait, de l'intégrer à maison. En fait, on vient de la recevoir à maison grâce à HomeBridge. Tu as choisi Ring parce que tu as un écosystème Ring, donc tu continues là-dessus. Voilà, exactement. Il y a j'ai un écosystème Ring. Et puis, alors, ça consiste en quoi, ces systèmes d'alarme? Donc là, il n'y a pas d'abonnement, contrairement à Verisure, par exemple.
Ben là, ça, je ne suis pas sûr. Ce sera à vérifier parce qu'en fait, pour le Ring, tu as de l'abonnement, donc je ne sais pas pour celui-ci. Ouais. Enfin, pour la sonnette Ring, en tout cas. Oui, pour stocker les vidéos, mais tu n'as pas d'abonnement nécessaire. Tu as ton alarme, tu l'installes et sonne. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir chez toi, c'est toi qui vas être prévenu par un coup de fil comme ça, ou un voisin, par exemple, un membre de ta famille. C'est ça que tu n'as pas un contrat avec une maison de sécurité, c'est ça que tu veux dire. Non, bien entendu. Et l'installation, tu l'as fait toi-même naturellement. Exactement, tu l'as fait toi-même. Tu vois, tu as un tas de composants qui viennent avec. Alors, c'est quoi le gros boîtier que tu as au centre? Justement, j'allais t'en parler parce que qu'est-ce qui compte, Laurent ou Olivier, pour une alarme? La sirène. Oui. La sécurité. Oui. C'est surtout ça. Merci d'avoir participé, les gars. C'est la sécurité. On est bien. Et ce boîtier-ci va permettre à ton système d'alarme de créer son propre réseau. Donc, il est hors de question de travailler sur le Wi-Fi, etc. etc. Ça va fonctionner. Que même si on te coupe le réseau, on n'a pas parlé, même si on te coupe le Wi-Fi, ça continue à fonctionner. Ou même on coupe l'électricité, ça continue à fonctionner. Alors là, il faudrait vérifier en fait si tu as des batteries, mais s'il y a une batterie intégrée, effectivement. Encore une fois, on vient de la recevoir, donc on doit faire mes tests. Je suis pas là sûr. Mais effectivement, avec la batterie intégrée, ça permettrait en fait de pouvoir couper l'électricité. Même si on coupe l'accès à Internet, ça continue à fonctionner. Ça continue à fonctionner, et donc en fait, tous les jolis accessoires que tu vois là, aidez-moi. Le pavé taxi, le pavé code, pour les codes. Donc on le met à l'entrée, on rentre le code de son alarme. Le clavier, les détecteurs d'ouverture et de fermeture des portes, les détecteurs de mouvement et puis plein d'autres choses en fait vont pouvoir être ajoutés sur ce boîtier qui fait le hub entre tout ça et qui crée le réseau. Et vous allez me dire, mais Christophe, ça va être comme le Wi-Fi. Si tu as un truc à un endroit qui crée un réseau, du coup, en fait, au fin fond de mon jardin ou au fin fond de ma maison, ça ne va pas fonctionner, eh bien, moi, je vais vous dire si, les gars. Je vais vous dire si, parce qu'il y a ceci aussi qui s'appelle un range extender. Ouais. Pour le coup, c'est vraiment un range extender, c'est pas du mesh, mais qui va permettre, en fait, de repousser les murs, en fait, du réseau qui va être créé par le Ring. Et c'est plutôt pas mal. Et tout est super bien pensé, je trouve, parce que, par exemple, ça ici, tu vois, Olivier, tu peux le mettre au mur, c'est assez facile. Hein, tu fais 2 trous dans ton mur, tu le poses. Pas très compliqué. Et puis boum, tu viens l'enclipser. Tu peux te balader avec dans la maison. C'est trop génial. Et effectivement, ça fait sirène également, sirène intérieure. Combien 200 et quelque chose. 79 €. Voilà, 279 €. Donc, vous trouvez dans la boîte donc la Ring Alarm, la base, vous l'avez vu, la batterie intégrée, donc il y a une batterie de 24 heures, donc il y a bien une batterie. Voilà. Un pavé numérique donc pour activer, désactiver en rentrant, 2 capteurs de contact, 2 détecteurs de mouvement, un amplificateur de portée. Et si vous avez besoin de plus de capteurs de contact, plus de fenêtres de porte, vous pouvez en racheter par la suite. Donc tu le disais à l'instant, et peut-être Laurent, tu as un mot à nous dire. Que ce soit pour les caméras de surveillance et les alarmes, elles sont connectées à Internet et maintenant la plupart des voleurs ou des vilains le savent. Donc il faut prévoir un système pour éviter si on coupe l'Internet ou du moins le courant, ça continue à marcher. Donc il y a peut-être une nécessité de parer à cela. Donc soit on installe des batteries, on en parlera la semaine prochaine dans l'émission Énergie avec Didier, soit simplement un ondulaire. Ou on prend un chien. On prend un chien, oui, c'est vrai. Le tien, il est trop mignon. Il est super dangereux. OK. Alors, sécurité encore, Laurent, avec des systèmes de fermeture et des serrures connectées. Qu'est-ce que tu nous as sélectionné et tu en es vraiment très fan? C'est un super coup de cœur, ça. Ouais, ça, bon, je l'ai pris plusieurs fois en coup de cœur. J'ai testé la version 2, j'ai testé la version 3, et ça, c'est la version 4. Le retour. Le retour de la vengeance. Donc, c'est une super marque, c'est une marque autrichienne, avec une rigueur toute autrichienne. Hein. Doctor. Ah oui, de toute façon, les patrons, les fondateurs sont tous Doctor. C'est Nuki. Donc en fait, ce que permet Nuki, c'est de remplacer. Donc c'est très simple. Si tu as un canon européen, tu veux pas que je parle de ça? Quand je dis très simple, je sens que ça va être compliqué. Mais non, si tu as un canon européen, qu'est-ce que ça fait? Un canon européen, tu le mets sur ta serrure. Ça ne remplace pas ta serrure. Ça ne remplace pas ta serrure. Tu le mets sur ta serrure et à partir du côté maison, pas du côté extérieur. Et à partir du moment où c'est on laisse la clé à l'intérieur.
tu laisses la clé à l'intérieur ou alors, en anglais, je crois que ça s'appelle knob, mais je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Restons simple. Le bouton. La clé, là, je recherche le cas. Et donc, en fait, tu as... Et donc, il y a un moteur électrique. Ouais, qui t'ouvre et qui ferme la porte. Voilà. En appuyant, en demandant un Siri ou en activant le... Depuis l'app, depuis Airbnb, depuis des petites télécommandes. Pourquoi faire? En fait, c'est quoi l'avantage? Moi, j'ai plus de clés à la maison. Avant, j'avais tout le temps où elles sont les clés. Il y a un objet que tu as tout le temps avec toi, c'est ton téléphone. Quand j'approche le téléphone de la maison, il m'ouvre la porte. Quand j'éloigne le téléphone, il ferme la porte. D'accord. Donc en plus, tu es sûr que quand tu rentres chez toi, tu n'oublies plus de la fermer, la porte. Et donc, il y a plein de... Tu peux faire des scénarios à minuit. Plein de scénarios. Je déclenche la fermeture. Quand je déclenche la fermeture, ça éteint toutes les lumières. Donc ça, c'est la version Nuki. L'avantage, encore une fois, de cette version, c'est qu'elle tourne la clé. Donc il y a un système, il faut prendre, et je le dis à nos téléspectateurs et nos auditeurs, il faut prendre un canon qu'on appelle débrayable, c'est-à-dire que la serrure fonctionne quand même avec la clé de l'extérieur. Des deux côtés, puisqu'il y a une serrure d'un côté, on peut mettre la serrure de l'autre. Elle fonctionne des deux côtés. On n'est pas vraiment doté en serrure aux États-Unis. Il y a beaucoup plus d'offres sur les serrures connectées. Nous, on n'en a pas beaucoup, donc on a celle-là qui marche vraiment bien. Apple a sorti un truc qui s'appelle Key. Il n'y a pas d'offre en Europe aujourd'hui qui tiennent vraiment la route. C'est plus pour les hôtels. Hein. Oui, c'est plus pour les hôtels, mais aux États-Unis, il y a quand même quelques marques qui ont sorti ça. Et on attendait depuis, donc c'est une autre offre, on attendait depuis des mois, pour pas dire des années, ça fait 3 ans qu'on l'attend, la version de Netatmo. Et donc, de sa serrure connectée. De la serrure connectée. Donc en fait, voilà la version de la serrure connectée de Netatmo. Donc on retrouve ce fameux canon européen qui a une forme de... Alors là, tu l'installes pas sur la porte. Tu enlèves la serrure et le canon. Tu enlèves le canon. Tu enlèves le canon existant. Ouais. Tu remplaces le canon... C'est compatible, il n'y a pas de problème. Hein? C'est compatible avec la plupart des temps. Le principe de ce canon européen, c'est qu'ils fonctionnent tous de la même manière. C'est une vis, tu m'as montré, à démonter sur le côté. C'est une vis sur le côté qui passe en transverse sur la tranche même de la porte. Donc, il y a le bout qui s'enlève, tu glisses dedans. Ce que permet cette serrure, en fait, elle est connectée d'une certaine manière. Donc, en fait, tu as une clé, donc il y a plusieurs clés. Elle est livrée avec une clé. Elle est livrée avec 3 clés, et tu peux en ajouter autant que tu veux, mais tu peux aussi la connecter via le téléphone. Avec ton téléphone. En fait, ce qui se passe, c'est que si tu es à l'extérieur, donc imaginons, ça c'est l'intérieur, donc si tu ouvres, on voit bien qu'il tourne. À la main. Donc, il ouvre. Donc il n'y a pas de moteur, comme sur Il n'y a pas de moteur, et donc si tu vois bien que si tu es à l'extérieur, tu tournes, il ne se passe rien. Si tu rentres ta clé dedans, au bout de quelques secondes... Il y a une puce à l'intérieur, c'est ça? Il y a une puce et tu peux activer. Donc tu peux activer les clés pendant une durée limitée. Ton fils t'appelle en disant qu'il a perdu la clé, tu peux la désactiver. Donc c'est le même principe que Nuki, qui a à peu près les mêmes usages. Tu peux ouvrir à distance, mais il faut actionner manuellement. À l'exception que elle ne t'ouvre pas en automatique. Donc voilà, c'est 2 philosophies différentes. C'est pas le même prix. C'est pas le même prix. Nuki, la version de base, c'est-à-dire la version non pro, pour le grand public, elle vaut 169 €. La version Pro, elle vaut 279 €. La version Netatmo, je crois que c'est 389 €. D'accord. Donc c'est pas le même prix. C'est beaucoup plus cher. C'est beaucoup plus cher. Donc voilà. Ça a l'air très costaud. On sait que les Nuki, il faut être très précautionneux quand même avec l'usage du Nuki. J'ai jamais eu aucun problème sur toutes les versions que j'ai eues. Mais c'est vraiment effectivement un super produit et très pratique dans les 2 cas, j'imagine. Si vous souhaitez, par exemple, louer de manière épisodique votre appartement ou laisser accès à des amis, vous êtes en retard à une soirée, et vous leur donnez un accès provisoire où vous ouvrez la porte à distance. On parle toujours des cas d'usage, parce que finalement, avoir une maison connectée, à part apparaître comme un geek pour ses amis, ça sert à rien s'il n'y a pas de vrais usages. Beaucoup de gens vont tenter dans la région parisienne de louer leur appartement pour les Jeux Olympiques. Si vous installez une serrure Nuki, par exemple, il y a même un service avec Airbnb, je crois, qui facilite. Tout à fait, il y a un partenariat avec Airbnb et Nuki. En clair, pas besoin de laisser les clés, ils arrivent, ils approchent le téléphone, ils téléchargent l'application et ça ouvre la porte, bluffant. Voilà. Ce qui est important, c'est les usages. Et je te donne un usage. Il y a 10 jours, j'attendais une livraison qui devait arriver le lendemain. Et donc, en fait, on sonne à la porte. Donc, je sens la notification. La personne me dit « Oui, bonjour, je suis le livreur. J'ai le colis. Vous êtes là? Sinon, je ne suis pas là. » Bon, je vois sur la caméra le gars avec le colis. Peu d'importance d'avoir un écosystème. À la main. Je dis « Ne bougez pas, je vous ouvre la porte. » Il me dit « Mais vous êtes où ?» Je dis « Je suis loin. » J'ai ouvert la porte. La porte s'est ouverte. J'ai dit « Posez-le à l'entrée. Tirez la porte derrière vous. » Il a tiré la porte derrière lui. J'ai fermé. Voilà. Et donc, j'avais la caméra intérieure. Donc, je savais qu'il n'était pas rentré, qu'il n'était pas allé plus loin. Donc, voilà.
Toi, tu n'as pas fait encore le choix de serrure connectée. Peut-être que tu vas y venir, Christophe. Tu as fait le choix de store connecté et notamment de rideau. Il a créé une serrure connectée. Oui. Voilà, il n'a pas fait le choix de serrure connectée. Tu l'as fait, il a mis une serrure bancaire connectée. La porte d'entrée, tu as un moteur électrifié qui est connecté à Homebridge. Tu l'as développé toi-même. Oui, de A à Z. Et donc, effectivement, tu demandes à Siri d'ouvrir la porte. Tu ne la commercialises pas? Parce que ça s'installe une fois. Hein. Il faut, pour que ce soit industrialisable. Oui, mais il faut y aller. Ouais. Alors, je le disais, tu as fait le choix également, petit coquetterie de geek, mais c'est très pratique pour la sécurité, pour ne pas être espionné, alors, que ce soit des stores. Et toi, ça va jusqu'au rideau connecté qui monte, qui descend automatiquement, tout le tout en HomeKit. Des stores en rouleur. Effectivement, il y en a sur une des fenêtres en fait qui baignent de lumière le matin, le hall de nuit des enfants. Et donc, dès que dans Siri, dans la partie automatisation, tu as la possibilité de lui dire quand tu détectes en fait que le soleil se lève, tu montes légèrement les stores et nous ça s'ouvre légèrement, comme ça baigne de lumière. En fait, tu as moins besoin d'utiliser des ampoules connectées en fait pour pouvoir baigner de lumière de façon synthétique en fait ta maison. Et puis du côté de la chambre de mon grand, sa porte est une porte vitrée. Pour sa chambre et pour qu'il puisse avoir sa vie privée, etc. Dès qu'il fait nuit, là c'est l'inverse. Dès qu'il fait nuit, ça se ferme complètement. Regarder son intimité, faire ses FaceTime avec qui de droit. Oui. Très bien. Et toi, tu as sélectionné un petit... Alors, il y a beaucoup de solutions de volets électriques aujourd'hui qui sont connectés. Tu nous présentes une petite solution qui permet de rendre connectés des volets qui ne le sont pas par défaut, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. C'est pas HomeKit, hein? Non, c'est pas HomeKit. Avec Homebridge, ça doit y arriver, on va en parler dans un instant. C'est en Zigbee, donc c'est un protocole en fait qui permet d'être en mesh aussi, un peu comme le Wi-Fi en fait, pour parler avec l'ensemble des périphériques. Et effectivement, c'est pas très cher, hein, donc c'est pas une solution incroyable non plus, mais c'est très sympa pour pas très cher. On peut venir, je vais y arriver. C'est l'effet des mots. C'est difficile. Hein. Voilà, ce sont des petits systèmes comme ceci que l'on vient brancher, c'est des relais quelque part, que l'on vient brancher, des relais intelligents, qu'on vient brancher sur des enrouleurs, des stores qui sont déjà électrifiés, qui sont déjà mécanisés. Qui deviennent radio, quoi. Voilà, et ça nous permet de les intégrer à la maison grâce à ce genre de hub Zigbee, mais d'autres hubs Zigbee peuvent fonctionner également. Toujours pour la sécurité, des détecteurs que tu nous as sélectionnés chez Netatmo et chez Eve, parce qu'on parle de sécurité, mais s'il y a un incendie à la maison, c'est obligatoire d'un détecteur de fumée. Il y en a des connectés. Pardon. Une toute petite chose, en fait, j'avais oublié de préciser la marque, donc c'est Nodon, ceux qui veulent chercher. Nodon Autodo, effectivement. Donc des détecteurs de fumée déjà. Alors, pourquoi plutôt un détecteur connecté qu'un détecteur qui vaut 15 € chez Laurent? Moi j'ai 3 détecteurs, ok. Je fais 3 détections à la maison chez moi. Ouais. Le premier c'est détection de fumée. En fait, l'avantage du détecteur de fumée, c'est que même quand tu es à distance, ça te déclenche, il y a la notification. Donc tu sais s'il y a un problème chez toi. Moi, j'ai eu un problème de détection de fumée. J'ai appelé à la maison chez moi. J'ai dit, il se passe quoi? Et ils m'ont dit, on a fait à manger. Ça c'est un peu fumé. Est-ce que tout le monde va bien? Oui, tout le monde va bien. Tu es rassuré. Ça permet de prévenir un voisin. Ça, c'est la partie fumée. Et chaque marque, que ce soit Netatmo, que ce soit Eve, toutes les marques en ont un. Après, on se retrouve, même Nest, mais qui n'est pas HomeKit. Ceux-là sont HomeKit. Ceux-là sont HomeKit. Encore une fois, je suis désolé d'insister sur ce point. Attention de ne pas vous faire avoir. Moi, je me suis fait avoir une fois. Une fois, j'ai vu un produit, je dis, mais ce produit est génial, je le veux. Et j'avais tellement passé de produits que j'ai dit, ah super. Et quand il arrivait, en fait, j'ai réalisé qu'il n'était pas HomeKit. Et j'avais envie qu'il soit HomeKit parce que j'ai envie qu'il soit dans l'écosystème. Homebridge, on va t'expliquer ça dans un instant. Dans ce cas-là, donc 3 choses. 1, la fumée. 2, le monoxyde de carbone. Aujourd'hui, c'est 2 choses différentes. Hein. Si vous avez une chaudière à gaz à la maison, c'est hyper important d'avoir un détecteur de monoxyde de carbone. D'ailleurs, c'est devenu obligatoire. On avait le détecteur de fumée avant, maintenant on a le détecteur de monoxyde de carbone. Là, il y a 15 jours de ça, il y a eu 15 jours, un peu plus que ça. Il y a eu un très très gros anticyclone sur Paris, un truc de fou. Les chaudières ont toutes généré du monoxyde de carbone parce qu'en fait, la pression atmosphérique était tellement forte
forte que ça tirait plus, les cheminées tiraient plus. Donc il y avait eu beaucoup de retours. Et j'ai l'installateur de chaudière avec qui j'ai une discussion. C'est très dangereux, on peut mourir. On peut mourir. En fait, c'est un gaz. Sans mal le savoir, en fait. En fait, c'est ça, c'est un gaz inodore qui se fixe 200 fois plus facilement à l'hémoglobine que l'oxygène. Donc en fait, c'est un truc. Attention avec les chauffages électriques également qui dégagent ce genre de choses quand ils vieillissent un petit peu. Hein. Donc c'est quelque chose. Donc moi, j'ai le détecteur. Le détecteur a sonné. De suite, on est allé voir et j'ai dit c'est pas normal. Et en fait, c'est intéressant parce que le détecteur connecté, donc c'est de chez Netatmo, c'est déclenché 15 minutes avant le détecteur non connecté que j'avais à 50 cm du Netatmo. Ouais. Donc tu vois, la sensibilité de ces appareils est bien meilleure. J'ai un troisième, et parce qu'on parle davantage, un troisième que j'adore, c'est celui-là. Et ce détecteur, c'est un détecteur de fuite d'eau. Donc, quand on n'a jamais eu un cumulus qui a explosé à la maison chez soi... Ou un lave-vaisselle. Ou un lave-linge, plutôt qu'un lave-vaisselle. Ouais, mais un lave-vaisselle aussi, mais un lave-vaisselle, il n'y a pas beaucoup d'eau. Un cumulus, c'est 200 litres d'eau qui part. Alors, souvent, ça ne change rien. Hein. À partir du moment où le ballon a pété, il a pété. Sauf à ce que tu ne sois pas loin pour y aller, mais le ballon a pété, ça se vide. Par contre, d'être là pour vite aller éponger tes 200 litres... Éviter que le voisin d'en dessous soit... Voilà, c'est quand même... Donc là, tu reçois une notification, il y a une inondation. Exactement. Ah, d'accord. OK. Et donc, en fait, c'est un boîtier. C'est F qui fait ça? C'est F qui fait ça, WaterGuard. Il y a un fil qui pend au sol. Et en fait, ce fil, il est poreux. Et donc, s'il y a de l'eau qui monte, en fait, ça fait le contact. Et ça déclenche. Et c'est pas mal. Alors, on a été le plus complet, encore une fois, sur l'aspect sécurité. Dernier usage, avant de mettre le point sur les 2 derniers chapitres de cette émission. On va vous expliquer comment on développe une maison multimédia. Gros plan à présent sur les enceintes connectées. C'est souvent un moyen de commencer à s'équiper également à la maison. On commence par une enceinte en fonction de son budget. On peut s'équiper plusieurs pièces et ainsi diffuser en multi-room après. C'est assez agréable, alors que ce soit en AirPlay avec des HomePod ou encore avec Sonos. Sachant qu'elles intègrent un assistant vocal qui permet également de piloter vos objets connectés. Donc, c'est un double avantage. C'est à la fois un objet connecté et c'est à la fois une sorte de super hub et super assistant vocal. La référence, Christophe, dans l'écosystème Apple, c'est bien sûr les HomePod. C'est le choix que tu as fait. Oui, effectivement, HomePod Mini. Plutôt le Mini, hein, en l'occurrence. Oui, j'ai plein d'HomePod mini dans la maison. Enfin, plein. J'en ai quelques-uns. Et dans la cuisine. Dans les pièces stratégiques. Oui, cuisine, bureau, la chambre des enfants, parce qu'il sert de parlophone aussi. Donc ça, c'est vraiment très, très chouette. Quand on demande à tout le monde de venir manger. C'est vraiment top. Un de mes usages préférés. Ah ben voilà. Je suis dans mon bain et je dis à mes enfants, vous pouvez pas me faire un café? Ça sonne sur tous les HomePod. Tu exploites, c'est du pro. Non, j'ai un autre usage. Excuse-moi, j'ai un autre usage qui est pas mal. J'ai un capteur de mesure de CO2, de particules, de la qualité de l'air. Et j'en ai parlé tout à l'heure sur les couleurs. Donc en fait, que ça s'allume. J'ai donc un détecteur aussi un décibelmètre. Qui mesure le bruit dans la maison. Ah ouais. Et j'ai 2 garçons, hein, donc tu vois, ils se castagnent tout le temps. Et quand j'ai la détection du décibelmètre qui monte trop haut, j'envoie un message, même quand je suis à distance, en disant il se passe quelque chose, il faut que j'intervienne ou pas. Et souvent, ça, je sais pas, l'impact est assez immédiat, quoi. Tu vois, ça apaise le. Alors, on ne doute pas des qualités du HomePod, mais le HomePod Mini particulièrement, c'est peut-être le produit Apple qui offre le meilleur rapport qualité-prix de la gamme Apple, hein, 109 €. C'est sûr, c'est pas très cher. Tu peux les déployer partout à la maison. Il y a Siri qui est intégré. Tu le disais, ça fait pont HomeKit, c'est important. Ça fait pont HomeKit, ça fait pont Meter, on en reparlera. C'est vraiment. Tu peux faire du multi-room en AirPlay. Du multi-room, tu peux les mettre faire du stéréo en stéréo. Dans la même room. Voilà, ouais. C'est ça, tu peux les mettre en stéréo. Et tu as un témoin de température et qualité de l'air, ça c'est nouveau. On en aussi, tout à l'heure. Oui. Et elles peuvent être pairées aussi à des Apple TV, etc. Donc c'est vraiment, vraiment sympa. Faiblesse La faiblesse franchement, j'aurais du mal à te donner. Alors moi, on les utilise au studio. Alors voilà, on est un peu plus critique que toi avec c'est les couleurs. On trouve qu'il y a la latence quand même entre le moment où on choisit une musique et commence à démarrer, par exemple avec l'iPhone. Il se passe plusieurs secondes. Des fois, je mets le téléphone et ça balance sur une autre enceinte. Comme on a vu pour Alexa, qui a pris à peu près 1 minute 20. Mais non, ça marche, c'est vraiment très fiable. Et puis, par moment, le multi-room, quand tu actionnes dans plusieurs pièces, ça a tendance à charger fortement ton réseau Wi-Fi quand tu as fait vraiment 4 ou 5 pièces. Et là, c'est l'importance d'avoir un bon réseau Wi-Fi bien solide. Peut-être un désavantage que je donnerais quand même. C'est vrai que le bureau de mon épouse est à proximité du mien. C'est en enfilade.
elle a son HomePod mini et j'ai le mien. Et c'est vrai que quand on s'adresse à Siri, du coup, l'un ou l'autre AirPod se met en marche. Et on ne sait pas sur lequel diffuser. Ben, la grosse problématique, c'est surtout en fait que quand tu vois que c'est celui du bureau de Véronique qui se déclenche, tu dois commencer à crier en fait auprès de Siri, fais ceci s'il te plaît, parce que c'est dans la pièce à côté, quoi. Et donc, pour le home cinéma, tu as fait des infinités à Apple en revanche. On le voit dans ta petite salle dans ta Batcave chez toi. Tout à fait. Tu as fait vraiment un choix différent. Exactement, oui, c'est du Sonos. Voilà. C'est du Sonos. Alors, pour la petite histoire, j'ai commencé par un Sonos One que j'avais offert à ma femme et que je lui ai repris après, qu'on avait mis dans la cuisine au départ. Et je me suis dit, bof, Sonos, multiroom, machin, il n'y a pas Siri dessus. Enfin, celui que j'avais n'avait pas Siri, Alexa et Google. N'avait pas Siri dessus, donc bof, quoi. Non, pas comparé Siri, il est compatible Alexa et Google, mais pas Siri. Ah, voilà. Oui, mais il ne l'était pas, donc voilà. Et effectivement, du coup, je l'ai migré, en fait, comme j'ai acheté la soundbar en fait, de chez Sonos, la Beam. J'ai migré en fait la Arc. J'ai migré en fait. Beam, c'est celle-là qui est ici derrière moi. Voilà. J'ai migré la Sonos One. J'ai été lui chercher un petit frère pour faire vraiment cette partie sur rente avec un subwoofer. Et on le voit dans ton salon, Et là, c'est sympa. C'est du Dolby Atmos du coup. C'est du Dolby Atmos, exactement. Donc pour les films sur l'Apple TV, pour les films sur l'Apple TV, c'est top. Et tu peux écouter aussi Apple Music. C'est pas du dévialer avec un appareillage à 10 000 €. Mais c'est quand même sympa. J'aimerais bien avoir la même Batcave chez moi. Beaucoup d'entre nous aimeraient avoir la même Batcave que toi. Yes. Et le petit E.T. qui est bien sympa. Et donc, tu as vraiment un environnement optimisé aussi pour l'Apple TV. Quand tu regardes l'Apple TV, un film sur Netflix ou sur Amazon ou ce que tu veux qui est en Atmos, ça diffuse en Atmos, c'est assez bluffant. C'est automatique, il n'y a rien à faire. La musique, les films. C'est diffusé en HDMI, il suffit de brancher l'HDMI dessus. Et également, quand tu veux écouter la musique via Apple Music, tout simplement. C'est ça, via Apple Music, en fait, c'est assez simple. Le truc que je trouve vraiment sympa aussi au niveau de Sonos, en fait, c'est l'assistant et Sonos, qui, on avait justement reçu quelqu'un de chez Sonos, il n'y a pas tellement, il y a quelques mois maintenant. Et c'est sympa, j'adore cette prise de position sur le fait que l'assistant n'est pas un assistant générique, mais un assistant dédié à quelque chose. Il est intégré à l'enceinte, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans le cloud. Voilà, exactement. C'est très rapide. C'est hyper rapide. Ça ne traite pas les données, ça n'exploite pas les données. Non, mais par contre, c'est vrai qu'il fonctionne avec Apple Music, il fonctionne avec tout ça, donc c'est vraiment très très sympa. Petit conseil, parce que parfois on se dit, tiens, le Dolby Atmos, pas si top que ça, et puis on va dans l'application, on regarde la source et on voit que finalement, ce n'est pas du Dolby Atmos qui est en train de passer, alors même que pourtant notre source est en Dolby Atmos. Et c'est tout simplement souvent en fait parce que ça passe en e-ARC, donc c'est de l'HDMI quelque part. Et parfois, on met un intermédiaire en hub HDMI ou ce genre de switch, ce genre de choses qui vient annuler en fait le protocole Atmos. Et du coup, on se retrouve en 5.1 ou ce genre de choses, et c'est pas du tout la même chose, quoi. Une question, tu parlais d'Apple TV un instant sous Twitter de Nawal, alias Nawal 2521. Bonjour, et non, il lance pas d'application Home dans Apple TV. On parlait d'Apple TV à l'instant. Le mieux est d'utiliser un iPad comme pour HomeKit, je pense. Enfin, un appareil qui est toujours à la maison. J'aurais souhaité savoir comment connecter mes deux HomePod mini à ma Smart TV Samsung lorsque je n'utilise pas l'Apple TV. Je n'ai pas trouvé. On va pondérer un peu. On n'est pas d'accord, non. Peut-être qu'avec AirPlay, parler du AirPlay aussi serait intéressant. Je suis novice dans l'utilisation du HomeKit et curieux d'apprendre davantage. Hâte de voir l'émission, comme à chaque fois, les amis. Merci pour la question, déjà. Ouais. C'est une chouette question. Et effectivement, Laurent, je vais te laisser en parler, mais on peut pondérer un peu. Effectivement, il n'y a pas d'application Home, maison, mais... Non, surtout là, il y a plusieurs questions. Il y a plusieurs questions. La première à laquelle il faut répondre, c'est est-ce que l'iPad est un bon terminal pour faire le pont. Et je ne pense pas que ce soit un bon terminal pour deux raisons. La première raison, c'est que si ton iPad se débranche, on n'a plus de batterie, finalement, il n'y a plus de pont, donc ça veut dire qu'il n'y a plus de communication à la maison, donc il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc c'est pour ça que c'est mieux que ce soit un objet qui reste connecté. L'avantage, c'est qui est alimenté en permanence. Donc j'en donne deux qui sont dans cette situation, le HomePod ou l'Apple TV. Okay. L'avantage, c'est que si tu as les deux, en fait, ils se relaient. C'est-à-dire que s'il y en a un des deux qui est coupé ou qui a un problème ou quoi que ce soit, l'autre prend le relais.
Et l'inconvénient de l'iPad, c'est que tu as tendance à avoir un usage qui est vraiment un usage presque plus personnel qu'un usage posé à un endroit. Et partagé. Donc voilà, donc ça c'était ma partie de la réponse. Toi, tu voulais voilà. Et l'autre partie sur laquelle moi je voulais rebondir, c'était la partie maison. Donc effectivement, il n'y a pas une application maison, il n'y a pas une application Home en fait sur l'Apple TV, mais tout est intégré, enfin tout, ou en tout cas une grande partie est intégrée dans l'expérience utilisateur, dans l'interface utilisateur, dans les widgets. Donc de mémoire, on laisse appuyer sur le dessin de la petite télévision, quelques secondes, notre profil vient s'activer. Là, on peut choisir la petite maison qui représente Home, et à l'intérieur de ça, on va avoir quand même en fait des scènes à activer, ce genre de choses. On peut même aller voir, et on peut sans doute le montrer en vidéo, le fait de pouvoir aller voir et consulter les vidéos poussées par nos caméras de surveillance. Au travers d'Apple TV. On reçoit des notifications, c'est sympa parce que franchement, ça c'est sans cesse chez moi. Le week-end, je m'octroie peut-être un temps devant la télévision en fait, pour regarder, je suis fan de films d'horreur ou de science-fiction, peu importe, mais je regarde un petit film d'horreur ou de science-fiction, c'est vraiment mon petit luxe à moi pendant 1 heure ou deux. Le truc, c'est que je vois les mouvements, les personnes qui vont et viennent dans la maison, parce que je vois le portail vient d'être ouvert, la porte d'entrée vient d'être ouverte, etc. etc. Mais on voit que ça commence. L'Apple TV s'ouvre à ça. C'est vrai qu'une application dédiée serait pratique pour avoir finalement sur son écran principal de la maison. C'est pas touch. Ouais, je te le fais pas dire. Voilà, moi le tactile, c'est important. Alors, il y a justement des solutions qui permettraient, quand tu l'as dit, quand il y a près d'une 50aine d'objets connectés à la maison, dégainer systématiquement son téléphone. Pour ça, c'est pas pratique. Et on aimerait avoir une centrale domotique, un écran à l'entrée, comme le petit système avec le code pour entrer le code de l'alarme. Il y a des solutions pour ça. On vous explique comment prendre le contrôle. Prenez le contrôle de vos objets connectés. Toi, Christophe, tu as carrément déployé toujours dans ta Batcave un magnifique système avec un immense écran qui est en fait un vidéoprojecteur où on voit toutes les informations essentielles qui t'intéressent. Tu jettes un coup d'œil et tu vois tout ce qui est important, caméra de surveillance, température, que sais-je. C'est génial ce que tu as fait là. Et pour pouvoir également prendre le contrôle de tes objets connectés, tu as fait le choix d'accrocher carrément un iPad au mur. Alors, effectivement. Qu'est-ce que tu as fait concrètement ? Le truc, c'est que je suis parti du principe que, tu vois, il y a autant de personnes dans la maison qu'il va y avoir de types d'usage de la maison connectée. Moi, je vais vraiment avoir tendance à utiliser la voix pour diriger la maison. Véronique, c'est pas le cas. Johan, ça va être le cas, par exemple, mon plus grand. Par contre, Loïc, mon numéro 2, lui, il va pas vouloir parler, va pas vouloir dire un mot et préfère appuyer sur une interface. Et dans ce cas-là, la tablette au mur, c'est plutôt sympa. J'en ai mis une, effectivement, à l'entrée de la maison, dans le couloir d'entrée, ce qui nous permet, quand on sort et quand on rentre, de faire encore, de lancer quelques petites automatisations, entre autres, ouvrir le portail, par exemple, simplement. Ça, c'est plutôt sympa. Et puis l'autre chose, c'est d'avoir mis une tablette, effectivement, du côté du salon, où c'est un peu la pièce à vivre pour tout le monde, et c'est un peu l'endroit de rencontre et d'usage, en fait, aussi de la maison connectée. Donc ça a été mes choix. Et tout simplement, ce que j'ai fait, c'est mettre cet iPad au mur, avec un accessoire que j'avais présenté, qui avait été un de mes coups de cœur dans un des derniers, je vais y arriver, on refait le Mac, et tout simplement d'avoir la maison, d'avoir l'application maison lancée sur l'iPad. L'iPad continue à être utilisable pour d'autres usages, mais il ne l'est jamais. Pratiquement jamais, pardon. Laurent, toi, tu as fait un autre choix. Tu utilises les Stream Deck d'Elgato pour ça, c'est ça ? Ouais, en fait, j'ai sur mon bureau, donc en fait, j'ai un Stream Deck, et dans le Stream Deck, j'ai programmé un paquet de scénarios qui correspondent à des âges. Et donc, en fait, j'appuie sur un bouton, ça m'allume. Par exemple, sur le bureau, en fin de journée, je dis, mets-moi un éclairage de fin de journée. Donc, j'ai des éclairages derrière l'écran, j'ai des éclairages sous le bureau. Donc, dans mon bureau, ce qui est l'endroit où je travaille, je pilote une partie des éclairages. Il faudra que tu montres, parce que j'avais cherché dans l'interface Stream Deck, où tu programmes les boutons,
et j'étais pas tombé sur la partie maison. Ah, mais je te montrerai ça. C'est assez bien fait. Une question sur X en complément et savoir dans le cadre de Matter si nous pouvons déjà commander tous nos éléments HomeKit avec la nouvelle tablette murale Alexa Echo Hub. L'iPad à ce jour est beaucoup plus cher. C'est ce que si tu veux faire comme toi. Et avec un lecteur de présence, ce serait le top. Merci. Alors effectivement, l'Echo Hub, on ne l'a pas encore reçu parce que le produit arrive tout doucement en France. L'Echo Hub, qu'est-ce que c'est? C'est la dernière avancée, je dirais, le dernier produit connecté d'Alexa, de l'écosystème Alexa, et qui permet, c'est une sorte de tablette comme tu as toi, mais dédiée uniquement à l'usage des objets connectés. Ça s'appelle donc l'Echo Hub, ça vaut autour des autour des 200 €. Donc ça coûte un petit peu moins cher qu'un iPad, quoiqu'on n'a pas besoin d'un iPad de génération pour ça. C'est exactement ce que j'allais dire. On en a parlé devant la tablette, justement, toi et moi. Globalement, moi, je prends des tablettes qui ont déjà 1 ou 2 générations de retard. Je ne prends pas la toute dernière iPad, le tout dernier iPad. Et l'idée de l'Echo Hub, c'est ça, c'est-à-dire de regrouper, par exemple, à l'entrée, toutes les interfaces et tout le pilotage des objets connectés. Vous rentrez à la maison, vous allumez les lumières, vous réglez l'alarme, vous activez ou désactivez des scénarios, vous lancez de la musique. Et c'est en termes d'usage la panacée absolue pour ceux qui ont des maisons connectées. On a hâte de l'essayer, l'Echo Hub d'Alexa et d'Amazon. Mais si vous n'êtes pas obligé d'acheter un Echo Hub, vous pouvez aussi acheter la plupart des solutions d'Amazon, comme les Echo. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui manque finalement dans l'univers Apple? C'est simplement un iPod avec un écran. Et ça existe depuis des années chez Google ou chez Alexa, notamment le modèle qui est derrière moi, l'Echo 8, le nouveau qui vient de sortir. Et il y a une fonction de pilotage de vos objets connectés. Vous pouvez directement accéder à vos caméras de surveillance, ouvrir ou fermer une porte, voilà, toutes les fonctions de base. Vous pouvez à la fois avoir ces objets connectés sur HomeKit et en parallèle les piloter avec Alexa. C'est ce que j'ai moi à la maison. Et ça marche plutôt bien. Et surtout, le prix est tout petit. Alors ça, c'est le dernier modèle, l'Echo 8, il est autour d'une centaine d'euros, mais on le trouve en promo déjà beaucoup moins cher. Et si vous voulez le modèle un peu ancien, qui est toujours vendu chez Amazon, il coûte moins de 50 €, donc profitez-en. Tu n'en avais pas un qui était motorisé et qui, Il y a un modèle motorisé, mais celui-ci est beaucoup plus cher avec une caméra intégrée pour faire la vidéoconférence, c'est l'Echo 10. Il était sympa celui-là. Mais oui, aussi, il y en a plein, vous allez voir plein avec des écrans différents. Mais ça, c'est un ticket d'entrée, ça vaut quasiment rien et ça marche super bien. Et vous pouvez également regarder vos séries sur Amazon, sur Twitter ou même sur Apple TV également, si vous avez l'Echo 15 qui est compatible Apple TV. Plus question numéro 5, elle vient d'être faite. Question numéro 6, la voilà. Voilà. Ce qui manque surtout, c'est l'interopérabilité. Voilà une évidence. C'est-à-dire des liens entre les différents écosystèmes Apple, Google, Alexa, Siri. Matter va-t-il résoudre ce problème? Autre question. Je souhaite savoir attendez, bougez pas. C'est la question 3. Bonjour, ma principale question est: quel est l'intérêt de passer à l'architecture Matter sur HomeKit? HomeKit Matter, on répond à toutes vos questions. HomeKit Matter, on répond à toutes vos questions. Question de Sébastien Page. Matter Thread, dans la maison connectée, il faut justement connecter plein de choses selon les fabricants. Est-ce que les bridges vont enfin disparaître? Exemple, Bridge Philips Hue. Donc c'est Sébastien Page qui vous pose la question, les amis, avec Matter. Du côté de Matter, malgré tout, tu vois, Matter, c'est un standard qui va fonctionner soit sur du Wi-Fi, soit sur du Thread également. Thread qui est un réseau maillé pour l'Internet des objets et qui est dédié à des objets qui vont avoir tendance à moins communiquer entre eux ou alors de très petite valeur. Donc ça, c'est une chose. Sinon, il y a toute la partie Wi-Fi qui permet d'avoir des objets plus conséquents en termes de communication. Donc Matter se trouve au-dessus de Thread et du Wi-Fi. Donc ça, c'est déjà une chose. Ce qui veut dire que quelque part, quand on parle de Matter, on parle entre du Wi-Fi et de Thread. Bon, le Wi-Fi, on ne va pas revenir dessus. On a déjà parlé du Wi-Fi maillé. Du côté de Thread, ça n'empêche en fait qu'il faut bien commencer ton réseau maillé quelque part. Et pour le commencer, il te faut un hub. Alors ça s'appelle plus hub
ou bridge. Mais ça reste ça. Oui, ça reste il y a un pont en commun avec tout le monde. Il te faut une Apple TV, par exemple, compatible. Il n'y aura plus un pont par famille de produits. Compatible on n'aura pas sur l'étagère, comme on a tous à la maison, un pont pour les lumières, un pont pour les enceintes, un pont pour j'exagère, hein, un pont pour les serrures, un pont pour les... Voilà. Non, mais c'est comme l'Hiro, en fait. Attends. Ouais. Tu as raison. Un des changements, et j'en discutais avec le patron de Nuki la semaine dernière, c'est qu'en fait, le fait que la nouvelle serrure, donc la version 4, soit Matter, c'est qu'il n'y a plus besoin du bridge. Voilà. Alors qu'avant, il était fourni avec un bridge pour pouvoir se connecter et pouvoir... Alors aujourd'hui, la plupart des produits HomeKit de Eve ou de Alexa est également Matter. Donc ça veut dire que HomeKit va pouvoir discuter avec Matter et vice-versa. Et une question très concrète de Mano, Matter va-t-il remplacer HomeKit à terme? Non, alors la question est duale et je vais essayer d'y répondre. Mais elle n'est pas duale parce qu'en fait on ne compare pas les mêmes choses. Non mais si, mais je crois n'a rien à voir avec Matter. Non mais je crois savoir. En fait, je crois savoir la question. En fait, quand tu voulais ajouter un objet connecté avant, tu prenais et tiens, il y a un très bon exemple ici. Elle est où la prise que tu avais tout à l'heure? Elle est là. Ouais. Voilà. Ça, c'est 2 prises de chez Eve Energy. Ouais. Ok. Elles sont toutes les 2 les mêmes, mais il y a un petit changement. Le changement, il est sous mon doigt. Ici, on voit que c'est Apple HomeKit. Et ici, on voit que c'est Matter. Donc, en fait, mais les deux sont HomeKit ou pas? Bah, oui. En fait, la HomeKit est HomeKit, mais elle n'est pas Matter. Ouais. Et la Matter est Matter, mais elle est donc aussi HomeKit. Voilà. Le problème que l'on a, c'est que la norme qui va se généraliser, c'est Matter. Okay, Matter va prendre le dessus sur tout le reste parce qu'il y a cette interopérabilité. Après, il y a une question à se poser. Le problème de Matter, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de fonctionnalités dans Matter qui ne sont pas implémentées alors qu'elles le sont dans HomeKit. Mais même dans HomeKit, il y a des fonctionnalités qui ne sont pas implémentées alors qu'elles le sont dans les applications propriétaires. Donc il faut imaginer que potentiellement, Matter, c'est génial parce que tout, exactement, il y a un effet entonnoir. C'est Matter. Tout le monde va à minima fonctionner. Alors, fonctionner sur un usage simple, j'allume, j'éteins, aucun problème. Avoir un peu plus de subtilité, c'est plus compliqué. Et donc, il y a des produits qui seront Matter, donc qui peuvent avoir cette espèce de rétrocompatibilité. Tu vois, tu peux avoir l'appli Eve qui va fonctionner, l'appli HomeKit dans HomeKit ça va fonctionner, et dans Matter ça va fonctionner. En revanche, il y a des produits qui sont pas qu'on peut pas convertir. Et puis il y a des produits HomeKit qui ont assez de performance pour être basculés en Matter. Mais le problème, c'est qu'à partir du moment où tu le fais, l'icône que tu scannais, tu sais, le code HomeKit devient un code Matter que tu dois mettre de côté parce qu'il s'affiche une seule fois. Donc c'est un petit peu... c'est un beau bordel. Voilà. C'est pour ça que une des vraies questions, si ton produit Matter, t'es sauvé parce que tu vois. En terre, il vaut mieux quand même lancer pour les nouveaux entrants. S'il commence maintenant, n'achète pas un produit HomeKit, pour acheter un produit Matter. Oui. C'est Monsieur X qui nous posait la question il y a quelques semaines. Est-ce que je migre ou je migre pas? Je migre de HomeKit à Matter. Tu as découvert toi en faisant ça que tu perds en migrant de HomeKit à Matter, tu perdais certaines granularités, certaines fonctionnalités qui n'étaient plus disponibles. Exactement. On peut aller plus loin avec HomeKit en termes de réglage, par exemple. Je dis pas des bêtises en termes de luminosité, les couleurs, etc. que tu perds avec Matter. Exactement. Alors attention, la norme Matter est une norme qui est en perpétuelle évolution. Ouais. Les prochaines versions vont progressivement embarquer un certain nombre de choses. L'avantage, encore une fois, c'est un nivellement par le bas, c'est que c'est le même fonctionnement pour tout le monde. Oui. L'inconvénient, c'est qu'il va te manquer certaines granularités. Dans l'usage au jour le jour, c'est pas gravissime parce que souvent tu t'adaptes. Tu es dans un usage de débutant où tu découvres. Parfois, il y avait un usage qui te plaisait et tu es obligé de le contourner. Voilà. En clair, donc pour résumer, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, si vous êtes déjà beaucoup développé à la maison un système HomeKit, il vaut mieux rester dans l'environnement HomeKit pour le moment. Pour le moment, oui. Pour le moment, en attendant que l'univers Matter monte en maturation, et ça va vite, et d'ici quelques mois, allez peut-être 1 an, ça devrait être bon, on espère, ou 1 an et demi. Par contre, si vous démarrez dans l'environnement des objets connectés, vous pouvez, et c'est peut-être plus simple de démarrer directement dans l'univers Matter, tout simplement. Et là, vous n'avez plus ces barrières. Vous allez avoir des Amazon Echo qui vont discuter avec des Google Home, qui vont parler avec des Apple HomePod. Et ça va vraiment tout changer. Ça va vraiment être lever le principal frein à la génération des objets connectés, parce que chaque fois, il faut être dans des chapelles. Mais est-ce que ça va faire disparaître les ponts ?
Ça, c'est encore autre chose, parce que par exemple, cette borne-ci, elle est compatible Matter, et c'est un pont Matter. Oui, et c'est un réseau Wi-Fi, mais c'est intégré. Alors, en attendant que ce monde idéal et que Matter envahisse tous les objets connectés, et puis rien ne dit que des objets qui sont aujourd'hui connectés acceptent des mises à jour Matter, parce que, par exemple, des objets qui existent aujourd'hui ne sont pas forcément prévus pour accepter et ont la puissance nécessaire pour intégrer le protocole Matter. Heureusement, tu utilises, toi, depuis des mois déjà, voire des années, la solution Homebridge pour rendre compatible HomeKit des produits qui ne le sont pas. A fortiori avec Matter, ça permettra également de prolonger la vie de ces produits-là. Explique-nous tout sur Homebridge. Aujourd'hui, c'est vraiment la solution clé pour que tous les produits à la maison, qu'ils soient compatibles ou pas HomeKit, soient interopérables. Oui, effectivement. Alors, c'est quoi Homebridge ? Homebridge, c'est une solution open source. Ça, c'est une première chose. Ça veut dire que tout le monde, toutes les personnes qui sont capables d'aller voir dans un code peuvent y jeter un coup d'œil. Ce qui veut dire que, globalement, en termes de sécurité, il y a une maturité qui est là grâce au fait que c'est open source. Donc ça, c'est déjà une première chose. Deuxièmement, c'est gratuit. Et ça, c'est sympa parce que on le télécharge et on l'installe. Et point barre. Alors, on le télécharge sur quoi ? Sur son téléphone, sur son Mac, sur son PC, sur quoi ? Alors, si on a un PC, un Mac, un Raspberry Pi, vous savez, c'est les petits ordinateurs de poche, vous pouvez l'installer en fait sans aucun problème. Donc c'est une application ? C'est comme une application. C'est un serveur, en fait. Serveur, voilà. Donc il faut que l'ordinateur qui l'héberge soit tout le temps allumé sur le réseau. C'est pour ça que toi, tu as installé chez toi un Raspberry Pi, ça ne consomme rien et ça ne vaut rien. Tout à fait. Voilà. Et donc, ça gère l'ensemble de ton écosystème d'objets connectés. Et c'est là que tu programmes tes objets non compatibles HomeKit pour qu'ils le deviennent. C'est un peu des briques, c'est ça ? Exactement. Si tu veux, c'est ça, c'est des briques qui s'appellent des plugins. Donc, c'est vraiment des petits modules qu'on va ajouter. Il y a toute une bibliothèque de modules déjà existants. Pour les plus développeurs d'entre nous, il est possible de développer tes propres modules. Et ça, c'est quand même donc, sympa. Par exemple, aussi. Pour ta clim, tu as une clim Daikin qui n'est pas HomeKit. Tu as cherché ce qu'il y avait sur de ça. Est-ce que ça existe ? Est-ce que ça existe pas ? Tu récupères la brique existante, tu la télécharges et ton objet qui n'était pas compatible HomeKit le devient. Voilà. Par contre, il faut que ton serveur Homebridge soit installé, configuré et allumé, sinon ça ne marcherait pas. Ah oui, non, tout à fait. Exactement comme une Apple TV pour Home ou bien... Je me souviens quand j'avais acheté une petite cheminée connectée, tu sais, avec les trucs à LED. Je te l'avais installé, non ? Ouais, et tu m'avais à distance installé à Homebridge et depuis je peux allumer avec Home ta cheminée connectée. Ma cheminée indispensable. Oui, voilà. Tout à fait. Effectivement, être au coin du feu. Donc Homebridge, ça ne nécessite plus comme autrefois, parce que c'était plus compliqué d'installer, de faire du développement. C'est vraiment des solutions quasiment plug and play aujourd'hui. Ah non, aujourd'hui, c'est de plus en plus plug and play, de plus en plus ce qu'on appelle user-friendly. Donc effectivement, c'est une couche de complexité supplémentaire par rapport au fait de prendre un produit, de l'installer en faisant un scanning de QR code. Tu vois. Ce qui est dommage, c'est certain. Ce qui est dommage, c'est que Free, lorsqu'il a sorti la Freebox Delta, je ne sais pas si vous vous souvenez, avait annoncé la compatibilité avec Homebridge. Donc la possibilité d'installer un serveur sur sa box, c'est juste une méga idée parce que sur sa box, on a un serveur qui est toujours allumé. Le Wi-Fi passe par la box, c'était parfait. En fait, on s'aperçoit que ça ne marche pas super bien et que la gestion n'est pas aussi simple que sur un simple Raspberry Pi ou sur un PC ou un Mac. C'est ça. Sur Raspberry Pi, en fait, c'est assez simple parce que tu peux télécharger directement tout le système d'exploitation avec déjà Homebridge, en fait, tu vois, qui est installé. Donc, c'est hyper simple. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, depuis presque le début, je suis sur Homebridge également, depuis le début de l'existence de Homebridge. Et au fur et à mesure du temps, ça prend en maturité. Au fur et à mesure du temps, dans mon cas, le Raspberry Pi a pris en puissance. Et tu vois qu'aujourd'hui, c'est hyper... ça répond très, très vite. Donc, et tu es toujours en train un petit peu de bricoler. Alors, une maison connectée, c'est un peu comme un bateau. Il y a toujours un bricolage à faire. C'est sûr. Ça, il faut le reconnaître. Ça ne marche pas. Ce n'est pas automatique. Non. Il y a toujours des petits bugs. Il y a de la maintenance. Ça, c'est certain. Et c'est là où il faut être extrêmement patient. Et c'est là peut-être où les objets ne sont pas encore assez matures pour vraiment inonder le marché. On est bien d'accord. Les objets en eux-mêmes, moi je trouve quand même... on a une maison 100% connectée, je veux dire, c'est ça. Oui, mais si la lumière, ça marche. Si on va loin, qu'effectivement on a un Wi-Fi un peu configuré de manière un peu particulière pour que ça fonctionne le mieux possible, qu'en plus de ça on vient mettre des objets connectés là-dessus, qu'on a peut-être du Matter, qu'on a peut-être du Zigbee, qu'on a peut-être plein de choses en fait, qu'en plus de ça on ajoute Homebridge en fait, qui est une couche un petit peu plus complexe, qu'en plus de ça on vient développer des choses soi-même, qu'on fait un peu d'électronique, etc. À la fin ça devient une entreprise à gérer. Ça c'est certain. Rien à ajouter, messieurs, sur la maison connectée ?
En conclusion, je crois que plus d'une heure et demie d'émission, on a été plus que complet sur cette première émission consacrée aux usages de la maison connectée. Encore une fois, bravo et merci Christophe de nous avoir accueillis dans ta magnifique maison. C'est un vrai bonheur de se balader dans la maison, de découvrir cet écosystème que tu as développé avec passion. Il est aussi passionné d'automobile, comme vous avez pu voir quelques images. Et c'est vrai, on s'est régalé, Laurent et moi, et ainsi que toute l'équipe d'Electrilis Production. Merci à toi de nous avoir accueillis. On se retrouve la semaine prochaine pour une deuxième émission. On en remet une couche, c'est qu'à le dire, sur la maison connectée. On va tout vous expliquer sur comment les objets connectés vont faire des économies aujourd'hui, comment dépenser moins en matière d'énergie, d'électricité, d'eau, de lumière. Vous serez tout la semaine prochaine. Il y aura Didier qui va nous rejoindre, qui sera en duplex avec nous. On va parler également de panneaux solaires, de batteries. Soyez au rendez-vous. Sera la dernière émission de l'année. Merci Laurent, merci Christophe. Merci à toutes les équipes d'Electrilis Production d'être montées avec moi jusqu'en Belgique pour pouvoir monter et réaliser cette émission dans presque les conditions du direct. Bravo messieurs, et on se retrouve donc la semaine prochaine pour la dernière émission de l'année. On compte sur vous. Salut.